Le jour où Martin Leroy acheta ce vieux cheval, le ciel menaçait d'orage. Des nuages gris et lourds s'amoncelaient au-dessus des champs, annonçant une tempête que les agriculteurs de la région attendaient depuis des semaines. La terre était sèche, craquelée comme la peau d'un vieil homme. La ferme de Martin, autrefois prospère, ressemblait désormais à un navire prêt à sombrer. À 52 ans, Martin avait le visage buriné par le soleil et les mains calleuses d'un homme qui n'avait jamais connu autre chose que le travail de la terre. Veuf depuis 5 ans, il vivait seul dans cette ferme héritée de son père, luttant chaque jour contre les dettes qui s'accumulaient et la sécheresse qui détruisait ses récoltes. Ce matin-là, il s'était rendu au marché aux bestiaux de Saint-Léonard, avec l'intention d'acheter un animal de trait pour remplacer son vieux tracteur en panne. Il n'avait pas les moyens de le réparer, encore moins d'en acheter un neuf. Un cheval solide serait la solution temporaire, le temps de remettre la ferme à flot. Le marché grouillait de monde, des paysans, des maquignons, des curieux. L'odeur du fumier et de la paille fraîche se mêlait aux effluves de café et de cigarettes. Martin déambulait entre les enclos, observant les bêtes proposées à la vente, calculant mentalement s'il pouvait se permettre l'une d'entre elles avec le peu d'économie qui lui restait. C'est alors qu'il le vit, dans le dernier enclos, celui réservé aux animaux destinés à l'abattoir. Un grand cheval brun aux flancs creux, à la tête basse. Sa robe, autrefois sans doute luisante, était maintenant terne et parsemée de cicatrices. Ses yeux, pourtant, avaient quelque chose d'étrange, une lueur que Martin n'avait jamais vue chez un animal. « Celui-là, c'est pour la boucherie », dit une voix derrière lui. C'était Jules Marchand, un maquignon connu pour ses pratiques douteuses. Trop vieux pour travailler, trop maigre pour être rentable. Je l'ai récupéré chez un cirque qui mettait la clé sous la porte. Martin s'approcha de la barrière. Le cheval leva la tête et leurs regards se croisèrent. Une sensation étrange parcourut l'échine du fermier. Ce n'était pas le regard d'une bête ordinaire. Il y avait là une intelligence, une conscience presque humaine qui le déstabilisa. « Quel âge a-t-il ? » « Au moins 20 ans, peut-être plus, » répondit Jules en haussant les épaules. « Un miracle qu'il tienne encore debout. » Martin ne savait pas pourquoi, mais il ne pouvait détacher ses yeux de l'animal. Quelque chose le troublait, l'attirait inexplicablement vers ce vieux cheval que tout le monde semblait avoir abandonné. « Combien ?» Jules haussa un sourcil surpris. « Tu veux vraiment l'acheter ? Il ne te sera d'aucune utilité, Martin. Tu jetteras ton argent par les fenêtres. »« Combien ?» répéta Martin, plus fermement cette fois. Le maquignon cita un prix dérisoire, à peine plus que ce que rapporterait la viande de l'animal. Martin hésita un instant. C'était de la folie. Il avait besoin d'un cheval robuste, capable de tirer une charrue, pas d'une vieille carcasse qui risquait de mourir dans les jours suivants. Pourtant, il sortit les billets de sa poche et les tendit à Jules. « Tu es fou !» dit ce dernier en empochant l'argent. Mais chacun fait ce qu'il veut de son argent. Il s'appelle Lazare, un nom ironique pour une bête qui a un pied dans la tombe. Martin ignora la remarque et ouvrit la barrière de l'enclos. Il s'approcha doucement du cheval, lui parlant à voix basse pour ne pas l'effrayer. Lazare ne bougea pas, se contentant de le regarder avec ses yeux étrangement intelligents. « Viens, mon grand », murmura Martin en passant une corde autour de son cou. « On rentre à la maison. » Le retour fut long. Martin marchait lentement, guidant Lazare qui le suivait sans résistance, mais sans enthousiasme non plus. Les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, formant des taches sombres sur la poussière du chemin. En traversant le village, Martin croisa quelques voisins qui s'arrêtèrent pour observer la scène avec curiosité ou moquerie. Acheter un cheval aussi vieux et maigre alors qu'il était au bord de la faillite, c'était bien la preuve que le veuvage lui avait fait perdre la raison. « Tu aurais mieux fait d'investir dans un âne », lui lança Antoine Dubois, le propriétaire de l'épicerie locale. « Au moins, il aurait pu porter tes courses. » Les rires fusèrent, mais Martin continua son chemin, la tête haute. Il ne savait pas lui-même pourquoi il avait acheté ce cheval. Un élan de pitié peut-être, ou simplement cette étrange connexion qu'il avait ressentie en croisant son regard. Arrivé à la ferme, il installa Lazare dans l'écurie abandonnée depuis des années. L'endroit sentait le moisi et la poussière s'accumulait sur les vieux outils accrochés au mur. Martin nettoya sommairement une stalle
y disposa de la paille fraîche et remplit un seau d'eau claire. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il au cheval, mais c'est mieux que l'abattoir. » Lazare le regarda longuement, puis s'approcha lentement du seau d'eau. Il but avec une lenteur délibérée, comme s'il savourait chaque gorgée. Martin l'observa, intrigué par le comportement de l'animal. Il avait l'impression que Lazare comprenait parfaitement ce qui lui était arrivé et qu'il lui en était reconnaissant. Cette nuit-là, allongé dans son lit, écoutant la pluie marteler le toit, Martin repensa à sa décision impulsive. Il avait dépensé une partie de ses maigres économies pour un cheval qui ne lui serait probablement d'aucune utilité. Sa situation financière était déjà précaire. Ce geste de compassion risquait d'accélérer sa chute. Pourtant, il ne regrettait pas. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il avait agi en suivant son cœur plutôt que la froide logique de la survie. Et étrangement, cela lui procurait un sentiment de paix qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Il s'endormit en pensant aux yeux de Lazare, à cette lueur mystérieuse qui l'avait tant troublé. Il ne savait pas encore que ce vieux cheval allait changer sa vie de façon inimaginable, ni que derrière ce regard se cachait un secret qui dépassait l'entendement. L'aube pointait à peine lorsque Martin se réveilla en sursaut. Un bruit étrange l'avait tiré du sommeil, un son qu'il n'avait pas entendu depuis des années dans sa ferme, le hennissement d'un cheval. Pendant un instant, il crut avoir rêvé, puis les événements de la veille lui revinrent en mémoire. Lazare, le vieux cheval qu'il avait sauvé de l'abattoir dans un moment de folie. Il s'habilla rapidement et descendit à l'écurie. La pluie avait cessé, laissant derrière elle une fraîcheur inhabituelle pour la saison. En poussant la porte de bois, Martin fut accueilli par un autre hennissement, plus vigoureux que ce à quoi il s'attendait de la part d'un animal aussi âgé et affaibli. À sa grande surprise, Lazare se tenait droit dans sa stalle, la tête haute, comme transformée par la nuit de repos. Sa robe semblait déjà moins terne, ses yeux plus vifs. Il frappa le sol de son sabot en voyant Martin, comme pour le saluer. « Eh bien, » murmura le fermier en s'approchant, « on dirait que tu te sens mieux. » Il tendit la main pour caresser l'encolure de l'animal, geste que Lazare accueillit en inclinant légèrement la tête. Martin se surprit à sourire. Ce cheval avait décidément quelque chose de spécial. Peut-être n'avait-il pas fait une si mauvaise affaire après tout. Après avoir nourri Lazare avec le peu d'avoine qui lui restait, Martin vaqua à ses occupations quotidiennes. Il y avait tant à faire dans cette ferme qui partait à l'abandon. Les clôtures à réparer, les mauvaises herbes à arracher, les quelques cultures encore viables à entretenir, sans compter les lettres de la banque qui s'empilèrent sur la table de la cuisine, rappel constant de sa situation désespérée. Vers midi, alors qu'il réparait une section de la clôture ouest, Martin vit approcher la silhouette familière d'Élise Bonnet. Institutrice à la retraite, Élise était la seule à lui rendre visite régulièrement depuis la mort de sa femme. Elle lui apportait parfois des plats cuisinés ou des nouvelles du village, mais surtout, elle était l'une des rares personnes qui ne le regardaient pas avec pitié ou jugement. « J'ai entendu dire que tu avais fait une acquisition hier », dit-elle en guise de salutation, un panier au bras. Martin planta son marteau dans le sol et s'essuya le front. « Les nouvelles vont vite. »« C'est le village, » répondit Élise avec un sourire. « On dit que tu as acheté un cheval à moitié mort, c'est vrai ?»« Pas à moitié mort, » corrigea Martin. « Juste vieux et un peu maigre. » Élise secoua la tête, mais son expression restait bienveillante. « Je peux le voir ?» Ils se dirigèrent ensemble vers l'écurie. En chemin, Martin expliqua son impulsion, cette connexion inexplicable qu'il avait ressentie avec Lazare. Élise l'écoutait sans l'interrompre, hochant occasionnellement la tête. Lorsqu'ils entrèrent dans l'écurie, Lazare les accueillit par un léger hennissement. Élise s'arrêta net, surprise par l'apparence de l'animal. « C'est lui, ton cheval mourant ?» demanda-t-elle, incrédule. Martin comprenait sa réaction. En l'espace d'une nuit, Lazare semblait avoir rajeuni de plusieurs années. Sa posture était celle d'un cheval en pleine forme, non plus d'une bête abattue. Même sa robe paraissait plus luisante sous les rayons de soleil qui filtraient à travers les planches de l'écurie.
Il n'était pas comme ça hier, admit Martin, perplexe. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Élise s'approcha prudemment de Lazare et tendit la main. Le cheval la renifla, puis se laissa caresser, ses yeux intelligents fixés sur elle comme s'il l'évaluait. « C'est un cheval de cirque, tu as dit ?» demanda-t-elle sans quitter Lazare des yeux. « C'est ce que le maquignon m'a raconté. Pourquoi ? Il a une présence particulière, comme s'il comprenait tout ce qu'on dit. » Martin hocha la tête, soulagé que quelqu'un d'autre perçoive ce qu'il avait ressenti. « Tu me crois fou de l'avoir acheté ?» Élise se tourna vers lui, son regard s'adoucissant. « Je crois que tu as suivi ton instinct, et ce n'est jamais une mauvaise chose. Qui sait ? Peut-être que ce vieux cheval t'apportera plus que tu ne l'imagines. » Ces paroles résonnèrent étrangement dans l'esprit de Martin, comme une prémonition. Ils quittèrent l'écurie et partagèrent un repas simple dans la cuisine, discutant des affaires du village et évitant soigneusement le sujet des difficultés financières de Martin. Après le départ d'Élise, Martin retourna voir Lazare. Une idée folle lui traversa l'esprit. Si le cheval était vraiment en meilleure forme qu'il n'y paraissait, peut-être pourrait-il l'aider aux travaux des champs. Il sortit un vieux harnais de la remise et l'approcha de Lazare, incertain de sa réaction. À sa grande surprise, le cheval baissa docilement la tête, facilitant la mise en place du harnais. C'était comme s'il avait compris l'intention de Martin et qu'il était prêt à l'aider. « Tu veux vraiment travailler, mon vieux ?» murmura Martin, étonné. Lazare frappa le sol de son sabot, comme pour acquiescer. Martin ne put s'empêcher de rire, touché par ce geste qui semblait presque humain. Il conduisit Lazare vers un petit champ où poussaient quelques légumes. La terre était dure, desséchée par des semaines sans pluie significative, mais la petite averse de la veille l'avait légèrement assouplie. Martin attacha une charrue légère au harnais, s'attendant à devoir guider fermement le cheval. Ce qui se passa ensuite le laissa sans voix. Lazare se mit à tirer la charrue avec une force et une précision que Martin n'aurait jamais soupçonné chez un animal supposément au bord de la mort. Il suivait les lignes avec une régularité parfaite, s'arrêtant et tournant aux endroits appropriés sans que Martin n'ait besoin de le diriger. En 2 heures, ils avaient labouré plus de terrain que Martin n'aurait pu en faire seul en une journée entière. Le fermier regardait Lazare avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Ce n'était pas un comportement normal, même pour un cheval de cirque bien dressé. « Qui es-tu vraiment » murmura-t-il en détachant le harnais, caressant l'encolure de Lazare qui respirait calmement, à peine fatigué par l'effort fourni. Cette nuit-là, Martin eut du mal à trouver le sommeil. Les événements de la journée tournaient dans sa tête. La transformation de Lazare, son comportement extraordinaire, les paroles d'Élise. Tout cela formait un mystère qui l'intriguait autant qu'il l'inquiétait. Dans le silence de la nuit, il crut entendre des bruits venant de l'écurie, comme si quelqu'un marchait, non pas à 4 pattes, mais sur 2 jambes. Martin se redressa dans son lit, tendant l'oreille. Après quelques instants, le silence revint, mais un malaise persistait. Il finit par s'endormir aux premières lueurs de l'aube, tourmenté par des rêves étranges où Lazare lui parlait avec une voix humaine, lui révélant un secret qu'il oubliait à son réveil. Les jours suivants confirmèrent l'étrange métamorphose de Lazare. Non seulement sa santé s'améliorait de façon spectaculaire, mais son comportement devenait de plus en plus déconcertant. Il semblait comprendre chaque mot que Martin prononçait, réagissant aux ordres verbaux avec une précision qui dépassait le simple dressage. Parfois, Martin avait l'impression que le cheval anticipait ses besoins, se présentant à l'endroit exact où il allait avoir besoin d'aide, avant même qu'il n'ait formulé sa pensée. En 1 semaine, ils avaient accompli plus de travail que Martin n'en avait fait en 1 mois. Les champs étaient labourés, les clôtures réparées, et pour la première fois depuis longtemps, le fermier commençait à croire qu'il pourrait peut-être sauver sa propriété. Ce matin-là, Martin se leva plus tôt que d'habitude. Il avait prévu de se rendre au village pour acheter des semences avec le peu d'argent qui lui restait. En passant devant l'écurie, il s'arrêta, surpris par un bruit inhabituel. Comme un murmure, presque un chuchotement. Il s'approcha silencieusement de la porte entr'ouverte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'il vit le figea sur place,
Lazare se tenait au milieu de la stalle, parfaitement immobile, entouré d'une légère luminescence bleutée. Mais le plus étrange étaient les 2 corbeaux perchés sur une poutre juste au-dessus de lui. Les oiseaux semblaient en grande conversation, émettant des croassements bas et rythmés qui ressemblaient d'eau presque à un langage. Martin se frotta les yeux, certain d'être victime d'une hallucination. Quand il regarda à nouveau, la luminescence avait disparu, et les corbeaux s'envolèrent brusquement, comme alertés par sa présence. Lazare tourna la tête vers lui, son regard calme ne trahissant rien d'anormal. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» murmura Martin, plus pour lui-même que pour le cheval. Lazare se contenta de le fixer de ses yeux profonds, puis secoua sa crinière comme pour chasser une mouche imaginaire. Un geste si ordinaire, si banal, que Martin commença à douter de ce qu'il avait vu. Peut-être que la fatigue et la solitude commençaient à affecter son esprit. Il nourrit Lazare, le caressa brièvement, puis se dirigea vers le village, l'esprit troublé par cette vision matinale. Le chemin était paisible, bordé de champs qui commençaient à reverdir après les récentes pluies. Martin marchait d'un pas lent, perdu dans ses pensées, essayant de donner un sens à ce qui se passait dans sa ferme depuis l'arrivée de Lazare. Au village, l'atmosphère était animée. C'était jour de marché, et la place centrale grouillait de monde. Martin se faufila entre les étals, saluant poliment les visages familiers tout en évitant les conversations prolongées. Il n'était pas d'humeur à répondre aux questions sur sa ferme ou sur son étrange acquisition. Alors qu'il examinait des sacs de semences chez le marchand agricole, une voix grave l'interpella. « Leroy, j'ai entendu dire que tu avais acheté un de mes chevaux. » Martin se retourna pour faire face à Richard Dufresne, un riche propriétaire terrien dont les affaires s'étendaient bien au-delà de l'agriculture. Dufresne était connu pour son arrogance et sa dureté en affaires, mais aussi pour sa passion pour les chevaux. Il possédait une écurie renommée et participait régulièrement à des compétitions équestres. « Je ne savais pas qu'il était à toi », répondit Martin, méfiant. Dufresne s'approcha, son imposante stature dominant celle, plus modeste, de Martin. Il ne l'était pas directement. Je l'avais vendu à ce cirque itinérant il y a quelques années. Un spécimen remarquable à l'époque, avant qu'il ne vieillisse. Martin fronça les sourcils. « Tu connaissais Lazare ?» Un sourire étrange passa sur le visage de Dufresne. « Lazare ? C'est comme ça qu'ils l'ont renommé ? Intéressant. Je l'appelais Merlin. » Ce nom fit tressaillir Martin. Merlin, comme le célèbre enchanteur des légendes arthuriennes. Était-ce une coïncidence, ou y avait-il un lien avec les phénomènes étranges qu'il avait observés? Pourquoi l'avoir vendu si c'était un animal remarquable? Demanda Martin, essayant de masquer son trouble. Dufresne haussa les épaules avec une désinvolture calculée. Il était devenu imprévisible, difficile à contrôler. Certains de mes palefreniers prétendaient même qu'il était ensorcelé. Il émit un petit rire, comme si l'idée était absurde. Des superstitions paysannes, bien sûr. Martin ne répondit pas, se contentant d'un hochement de tête neutre. Dufresne le dévisagea un moment, puis poursuivit d'un ton qui se voulait badin, mais qui trahissait un intérêt réel. « Comment se comporte-t-il chez toi? Des choses inhabituelles? C'est un bon cheval de labour, » répondit Martin, délibérément vague. Une intuition lui disait de ne pas révéler à cet homme ce qu'il avait observé. « De labour ?» Dufresne éclata de rire. « Tu utilises un pur sang arabe pour labourer tes champs, c'est comme utiliser une Ferrari pour transporter du fumier. »« Il fait le travail, » dit simplement Martin. Dufresne le fixa intensément, son amusement disparaissant. « Je serais curieux de le revoir. Peut-être pourrais-je passer à ta ferme un de ces jours ?»« Je suis très occupé en ce moment, » répondit Martin, sentant un malaise grandir en lui. « La saison des semailles, tu comprends ?»« Bien sûr, bien sûr. » Dufresne fit un geste de la main, comme pour balayer l'excuse. « Mais si jamais tu décides de le vendre, fais-moi signe. Je t'en donnerai un bon prix, bien meilleur que ce que tu as dû payer à ce maquignon. » Sur ces mots, il tourna les talons, laissant Martin perplexe et inquiet. Pourquoi Dufresne s'intéressait-il soudainement à un cheval qu'il avait lui-même vendu des années auparavant?
Et pourquoi Martin sentait-il que cette rencontre n'était pas due au hasard? Il termina rapidement ses achats et quitta le village, pressé de retourner auprès de Lazare, ou Merlin, comme l'avait appelé Dufresne. Sur le chemin du retour, il croisa Élise qui rentrait chez elle avec un panier de provisions. « Tu as l'air préoccupé », remarqua-t-elle en l'arrêtant. Martin hésita, puis lui raconta sa rencontre avec Dufresne et ce qu'il avait appris sur l'origine de Lazare. Il mentionna également l'étrange scène qu'il avait surprise le matin même, s'attendant à moitié à ce qu'elle le prenne pour un fou. Mais Élise l'écouta attentivement, sans jugement apparent. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un moment, puis dit « Ma grand-mère croyait aux animaux messagers, des créatures qui ne sont pas tout à fait ce qu'elles paraissent, envoyées pour guider ou protéger. Tu penses que Lazare pourrait être quelque chose comme ça ?» demanda Martin, surpris qu'elle prenne ses observations au sérieux. Élise sourit doucement. « Je ne sais pas ce qu'il est, Martin. Mais je crois que rien n'arrive par hasard. Peut-être devrais-tu être attentif aux signes qu'il pourrait te donner. » Et Dufresne? Pourquoi s'intéresse-t-il soudain à Lazare? Le visage d'Élise s'assombrit. Richard Dufresne n'est pas un homme de confiance. S'il veut quelque chose, c'est rarement pour de bonnes raisons. Sois prudent avec lui. Sur ce conseil, ils se séparèrent, et Martin reprit son chemin, plus troublé encore qu'avant. En approchant de sa ferme, il remarqua que le ciel s'était assombri. Une nouvelle tempête se préparait, et avec elle, Martin le sentait, quelque chose d'autre, quelque chose de plus inquiétant que de simples nuages d'orage. À peine avait-il franchi le seuil de sa propriété qu'un hennissement puissant retentit. Lazare l'accueillait depuis l'enclos, où Martin l'avait laissé. Le fermier s'approcha, observant attentivement le cheval, comme s'il pouvait percer à jour son mystère par la seule force de son regard. « Qui es-tu, Lazare » murmura-t-il en posant une main sur l'encolure du cheval. « Où devrais-je t'appeler Merlin ?» À l'énoncé de ce nom, Lazare redressa brusquement la tête, ses oreilles pointées vers l'avant, ses yeux fixés sur Martin avec une intensité nouvelle. Un frisson parcourut l'échine du fermier. Il avait touché quelque chose, un air sensible, une vérité cachée. Le premier coup de tonnerre éclata au loin, faisant vibrer l'air autour d'eux. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, d'abord espacées, puis de plus en plus denses. « Rentrons », dit Martin en guidant Lazare vers l'écurie. Cette nuit-là, la tempête se déchaîna avec une violence inhabituelle. Allongé dans son lit, Martin écoutait la pluie marteler le toit et le vent hurler autour de la maison. Mais par-dessus ces bruits familiers, il percevait autre chose. Des sons qui n'avaient rien de naturel. Des murmures, des chuchotements, comme si des voix discutaient dans l'écurie. Poussé par une curiosité plus forte que sa peur, Martin s'habilla en hâte et sortit dans la tempête, une lanterne à la main. Trempé en quelques secondes, il lutta contre le vent pour atteindre l'écurie. Les bruits étranges s'intensifiaient à mesure qu'il approchait. La main tremblante, il poussa la porte et leva sa lanterne. Ce qu'il vit alors défierait sa compréhension du monde pour toujours. La lumière vacillante de la lanterne révéla une scène qui sembla suspendre le temps. Lazare se tenait au centre de l'écurie, mais ce n'était plus tout à fait le cheval que Martin connaissait. Une aura bleutée, semblable à celle qu'il avait entrevue le matin même, l'enveloppait entièrement, si brillante qu'elle éclipsait presque la lueur de la lanterne. Autour de lui, dans un cercle parfait, se tenaient 7 corbeaux, immobiles, leurs plumes irisées par cette lumière surnaturelle. Mais le plus stupéfiant était la transformation qui semblait s'opérer sur Lazare lui-même. Sa silhouette oscillait, comme une image reflétée dans l'eau trouble, passant de la forme équine à quelque chose de plus humain. Martin ne pouvait distinguer clairement cette autre forme, mais il percevait une stature haute et mince, presque éthérée. « Mon Dieu !» souffla-t-il, laissant tomber sa lanterne qui s'éteignit en heurtant le sol. Instantanément, la lumière bleue disparut. Les corbeaux s'envolèrent dans un battement d'ailes frénétique, se dispersant dans l'obscurité. Lazare redevint simplement un cheval, hennissant doucement comme pour saluer Martin. Le fermier resta figé sur le seuil,
incapable de décider si ce qu'il venait de voir était réel ou le fruit de son imagination fatiguée. La tempête continuait de faire rage à l'extérieur, indifférente aux bouleversements qui s'opéraient dans l'esprit de Martin. D'une main tremblante, il ralluma sa lanterne et s'approcha prudemment de Lazare. Le cheval le regardait de ses yeux profonds, calmes, presque compatissants, comme s'il comprenait le choc que Martin venait de subir. « Qu'est-ce que tu es » murmura Martin, la voix rauque. Pour toute réponse, Lazare inclina légèrement la tête, dans un geste tellement humain que Martin recula d'un pas. Il quitta l'écurie à reculons, sans quitter le cheval des yeux, puis courut vers la maison sous la pluie battante. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Assis dans sa cuisine, une tasse de café froid devant lui, il essayait de donner un sens à ce qu'il avait vu. Était-il en train de perdre la raison ? La solitude et les difficultés avaient-elles finalement eu raison de son esprit ? Ou bien y avait-il réellement quelque chose de surnaturel à propos de Lazare ? L'aube le trouva toujours assis là, les yeux cernés, l'esprit en ébullition. La tempête s'était calmée, laissant place à un ciel d'un bleu limpide. Le monde semblait lavé, renouvelé, en contradiction totale avec le chaos qui régnait dans la tête de Martin. Il se leva enfin, décidé à affronter Lazare à la lumière du jour. Peut-être que tout paraîtrait différent, plus rationnel, sous le soleil matinal. En sortant, il remarqua que les dégâts de la tempête étaient minimes. Quelques branches cassées, des flaques d'eau boueuses, mais rien de catastrophique. En approchant de l'écurie, Martin entendit des voix. Instinctivement, il ralentit, se déplaçant silencieusement. Il reconnut la voix grave de Richard Dufresne et celle plus nasillarde de Jules Marchand, le maquignon qui lui avait vendu Lazare. « Pas censé le vendre à ce paysan », disait Dufresne, la colère perceptible dans sa voix. « Tu savais parfaitement ce que je t'avais dit à propos de ce cheval. »« Je ne pensais pas que ça avait encore de l'importance, » répondit Jules, sur la défensive. « Après toutes ces années... Et puis, il était dans un état lamentable quand le cirque me l'a ramené. Imbécile. C'est précisément quand il semble au plus bas que c'est le plus important. Le cycle recommence. » Martin fronça les sourcils, perplexe. De quoi parlait-il ? Quel cycle ? Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines avec cette histoire, dit Jules. Ce n'est qu'un cheval, Richard. Un vieux cheval qui devrait être à la boucherie à l'heure qu'il est. Un bruit sourd, comme celui d'un corps projeté contre une paroi, fit sursauter Martin. Il s'approcha encore, risquant un œil par une fente entre deux planches de l'écurie. Dufresne avait plaqué Jules contre le mur, le tenant par le col. Son visage était déformé par une rage qui semblait disproportionnée. « Ce n'est pas qu'un cheval, espèce d'idiot. C'est bien plus que ça. Et maintenant, grâce à ta stupidité, il est entre les mains de quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'il possède. » Jules se dégagea de l'emprise de Dufresne, rajustant sa veste d'un geste nerveux. « Qu'est-ce que tu comptes faire alors ? L'acheter à le roi ? Il est fauché, il te le vendra pour une bouchée de pain. » Je ne suis pas sûr que ce soit si simple. Dufresne se passa une main dans les cheveux, pensif. Le roi a développé un lien avec lui, je le sens. Et si c'est le cas, il est peut-être déjà trop tard. Trop tard pourquoi ? Dufresne ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha de la stalle de Lazare, qui observait la scène avec une immobilité inhabituelle, comme une statue équine. « Il nous regarde », murmura Dufresne. « Il sait exactement ce que nous disons. » Jules émit un rire nerveux. « Tu deviens aussi fou que ton grand-père avec ses histoires. » Dufresne se tourna vers lui, le regard dur. Mon grand-père n'était pas fou. Il savait. Il avait compris. Et maintenant, je comprends aussi. Il s'approcha de Jules, baissant la voix. « Nous devons récupérer ce cheval avant la pleine lune, par n'importe quel moyen. » Martin en avait assez entendu. Il s'éloigna silencieusement, l'esprit tourmenté par de nouvelles questions. Que savait Dufresne sur Lazare ? Quel était ce cycle dont il parlait ? Et surtout, que se passerait-il à la pleine lune ? Il se dirigea vers sa maison, mais s'arrêta à mi-chemin en entendant le bruit d'un moteur. Une voiture s'engageait dans le chemin menant à sa ferme. Il se retourna pour voir une berline noire s'arrêter près de l'écurie. Dufresne et Jules en sortirent, apparemment inconscients de sa présence. Martin décida de se montrer, marchant d'un pas déterminé vers eux.
Dufresne l'aperçut et son expression se modifia instantanément, passant de la concentration intense à un sourire affable qui n'atteignait pas ses yeux. « Ah, le roi, justement, nous te cherchions. »« Dans mon écurie ?» répliqua Martin, ne cachant pas sa méfiance. Dufresne eut au moins la décence de paraître embarrassé. « Nous avons frappé à ta porte, mais tu n'y étais pas. Je voulais revoir ce fameux cheval dont Jules m'a parlé. » Martin ne croyait pas un mot de cette explication, mais il décida de jouer le jeu. « Et alors, qu'en penses-tu » ? « Il a l'air en meilleure forme que ce que Jules m'avait décrit, » répondit Dufresne, étudiant attentivement la réaction de Martin. « Tu dois bien t'en occuper. »« Je fais ce que je peux. » Un silence inconfortable s'installa. Jules regardait nerveusement autour de lui, visiblement mal à l'aise. Finalement, Dufresne se lança. « Écoute, le roi, je vais être direct. Je veux racheter ce cheval. Je te propose 10 fois ce que tu as payé à Jules. » La somme était considérable, surtout dans la situation financière précaire de Martin. Avec cet argent, il pourrait régler une bonne partie de ses dettes, peut-être même sauver sa ferme de la saisie. Pourtant, l'idée de se séparer de Lazare lui était devenue étrangement insupportable. « Il n'est pas à vendre », dit-il fermement. Dufresne plissa les yeux, visiblement contrarié par ce refus. « 20 fois le prix, alors. C'est ma dernière offre. » Martin secoua la tête. « Ce n'est pas une question d'argent, Dufresne. Lazare reste ici. »« Tu ne comprends pas ce que tu fais, » insista Dufresne, abandonnant son masque de cordialité. « Ce cheval, il y a des choses que tu ignores à son sujet. »« Alors éclaire-moi, » défia Martin, croisant les bras. Dufresne hésita, jetant un regard à Jules qui semblait de plus en plus nerveux. « Ce n'est pas le lieu pour cette discussion, mais crois-moi quand je te dis que garder ce cheval pourrait être dangereux. » Des menaces, maintenant ? Martin sentit la colère monter en lui. « Je crois qu'il est temps pour vous de partir. » Dufresne le fixa longuement, comme s'il évaluait jusqu'où il pouvait pousser la confrontation. Puis, avec un soupir résigné, il hocha la tête. « Comme tu voudras, le roi. Mais cette histoire n'est pas terminée. Je reviendrai. » Sur ces mots, il fit signe à Jules de le suivre et remonta dans sa voiture. Avant de démarrer, il baissa sa vitre et lança « La pleine lune est dans 3 jours. Réfléchis bien à ma proposition d'ici là. » La voiture s'éloigna, laissant Martin seul avec ses questions et une inquiétude grandissante. Il se tourna vers l'écurie où Lazare attendait, silencieux témoin de l'échange. Pour la première fois depuis qu'il l'avait acheté, Martin ressentit une pointe d'appréhension en s'approchant du cheval. « Qu'est-ce qui va se passer à la pleine lune, Lazare » murmura-t-il, fixant ses yeux qui semblaient contenir des univers entiers. Lazare ne répondit pas, bien sûr. Mais Martin eut l'impression fugace que le cheval était aussi inquiet que lui. Il posa une main sur son encolure, sentant la chaleur et la vie qui pulsaient sous sa paume. Quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble. Cependant, une chose était claire. Il devait en apprendre davantage sur Lazare et sur les raisons de l'obsession de Dufresne. Et il savait exactement par où commencer ses recherches. La bibliothèque municipale de Saint-Léonard était un bâtiment modeste qui sentait la poussière et le vieux papier. Martin n'y avait pas mis les pieds depuis des années, peut-être même pas depuis ses études. Madame Renaud, la bibliothécaire aux cheveux gris et aux lunettes perpétuellement perchées sur le bout de son nez, leva les yeux de son registre avec surprise lorsqu'il franchit la porte. « Martin le roi », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Voilà une visite inattendue. Que puis-je faire pour toi ?» Martin hésita, se demandant par où commencer. Comment expliquer qu'il recherchait des informations sur un cheval potentiellement magique sans passer pour un fou ? « Je m'intéresse aux légendes locales », commença-t-il prudemment. « Particulièrement celles qui concernent des animaux inhabituels ou surnaturels. » Madame Renaud haussa un sourcil, intriguée. « Un sujet fascinant. Notre région est riche en folklore. Suis-moi. » Elle le guida à travers les rayonnages jusqu'à une section dédiée à l'histoire locale. Ses doigts effleurèrent les reliures jusqu'à s'arrêter sur un volume à la couverture verte défraîchie. « Les contes et légendes du pays », annonça-t-elle en lui tendant le livre. « C'est un bon point de départ. Il y a quelques histoires sur des animaux enchantés ou dotés de pouvoirs. Est-ce que tu cherches quelque chose de spécifique ?» Martin prit le livre, tournant quelques pages distraitement.
En fait, je m'intéresse particulièrement aux chevaux. Des légendes sur des chevaux spéciaux, peut-être liées à la magie ou au changement de forme. Le regard de Madame Renaud s'aiguisa. Changement de forme? Comme des métamorphoses? Exactement, acquiesça Martin, soulagé qu'elle ne le prenne pas pour un illuminé. Réfléchit-elle, tapotant son menton. Il y a bien l'histoire du cheval de minuit, une vieille légende du coin. Elle n'est pas dans ce livre, mais... Elle s'interrompit, regardant autour d'elle comme pour s'assurer qu'ils étaient seuls, puis baissa la voix. Il y a des archives privées, au sous-sol, des documents que peu de gens consultent. Si tu es vraiment intéressé, je pourrais te montrer. Martin hocha vigoureusement la tête, sentant qu'il était sur une piste prometteuse. Madame Renaud lui fit signe de la suivre, déverrouillant une porte discrète derrière son bureau. Un escalier étroit descendait vers une pièce faiblement éclairée où s'alignaient des étagères chargées de boîtes d'archives et de vieux livres. Ces documents ont été légués à la bibliothèque par plusieurs familles anciennes de la région, expliqua-t-elle en allumant une lampe supplémentaire. Certains remontent à plusieurs siècles. La plupart sont des journaux personnels, des correspondances, des récits mais qui n'ont jamais été publiés officiellement. Elle s'arrêta devant une étagère particulière et en tira une boîte en bois patinée par le temps. La famille Dufresne a été particulièrement généreuse dans ses donations. Beaucoup de ces documents proviennent de leur collection privée. Martin tressaillit en entendant ce nom. Dufresne, comme Richard Dufresne? Son arrière-grand-père, Auguste Dufresne, était un érudit passionné de folklore et d'occultisme. Il a rassemblé une quantité impressionnante de documents sur les phénomènes inexpliqués de la région. Elle ouvrit la boîte, révélant des cahiers jaunis et des liasses de papier attachés par des rubans décolorés, y compris de nombreux récits sur le cheval de minuit. Martin prit délicatement le cahier que lui tendait Madame Renaud. Sur la couverture, une date, 1887. À l'intérieur, une écriture fine et serrée couvrait les pages, parfois accompagnée de croquis détaillés. « Je te laisse explorer », dit la bibliothécaire. « Appelle-moi si tu as besoin d'aide pour déchiffrer l'écriture. » Auguste avait une calligraphie particulière. Martin la remercia, déjà absorbé par sa découverte. Dès que Madame Renaud eut disparu dans l'escalier, il commença à parcourir frénétiquement les pages, cherchant toute mention d'un cheval aux pouvoirs étranges. Il ne tarda pas à trouver ce qu'il cherchait. Un chapitre entier était consacré à l'équidé de transformation, également appelé le cheval de minuit. Selon Auguste Dufresne, cette créature n'était pas un cheval ordinaire, mais un être ancien, un esprit capable de prendre forme humaine ou animale selon les cycles de la lune. Les descriptions correspondaient étrangement à ce que Martin avait observé chez Lazare. L'intelligence inhabituelle, la capacité à comprendre le langage humain, les yeux profonds qui semblaient contenir une sagesse millénaire. Auguste écrivait également sur la luminescence bleutée qui entourait parfois l'animal, particulièrement à l'approche de la pleine lune, et sur les corbeaux qui semblaient toujours l'accompagner, servant de messagers ou de gardiens. Mais ce qui glaça véritablement le sang de Martin fut le passage concernant le lien du destin, celui qui accueille le cheval de minuit par pure compassion, sans connaître sa véritable nature, devient lié à la créature par un lien mystique. À la pleine lune suivant cette union, lors de la transformation complète de l'équidé, le lien se solidifie. Si l'homme est jugé digne, le cheval lui révélera l'emplacement d'un trésor inestimable. S'il est jugé indigne, il perdra ce qui lui est le plus cher. Martin relut ce passage plusieurs fois, essayant d'en comprendre toutes les implications. Il avait acheté Lazare par compassion, sans connaître sa véritable nature. La pleine lune approchait. Serait-il jugé digne ou indigne? Et quel était ce trésor dont parlait Auguste Dufresne? Plus loin dans le journal, il trouva un récit plus personnel. Auguste racontait comment son propre père avait rencontré le cheval de minuit et avait été jugé digne. Le trésor révélé avait été une source d'eau pure sur leur propriété, alors que la région traversait une terrible sécheresse. Cette découverte avait fait la fortune des Dufresne, leur permettant d'irriguer leurs terres quand tous les autres fermiers périssaient. La vraie valeur du trésor, écrivait Auguste, n'est pas dans sa nature matérielle, mais dans sa capacité à répondre exactement aux besoins le plus profond de celui qui est jugé digne. Pour mon père,
C'était l'eau qui sauva nos terres. Pour d'autres, ce fut de l'or, des connaissances perdues, ou même l'amour véritable. Martin tourna la page, avide d'en apprendre davantage, mais s'arrêta net en découvrant un dessin qui occupait toute la page suivante. C'était un portrait du cheval de minuit, incroyablement détaillé, montrant l'animal en pleine transformation, mi-cheval, mi-homme. Le visage esquissé, bien que partiellement formé, portait une ressemblance frappante avec Lazare. Les mêmes yeux profonds, la même expression à la fois sage et mélancolique. Sous le dessin, une note. Il revient tous les 50 ans, cherchant un nouveau gardien. Le cycle ne peut être brisé. Martin referma le journal, l'esprit bouillonnant d'informations nouvelles. Si ses écrits disaient vrai, alors Lazare n'était pas un simple cheval, mais une créature mythique, presque divine. Et dans 3 jours, à la pleine lune, il subirait une transformation complète et jugerait Martin. Mais pourquoi Richard Dufresne voulait-il récupérer Lazare à tout prix? S'il connaissait la légende familiale, il devait savoir que le cheval choisissait son gardien, qu'on ne pouvait le forcer, à moins que Martin rouvrit précipitamment le journal, cherchant d'autres informations sur la famille Dufresne. Il trouva un passage qui confirma ses soupçons. « Mon fils, Henri, est obsédé par la créature et le trésor qu'elle peut révéler. Je crains qu'il ne comprenne pas la véritable nature du cheval de minuit. Il parle de le capturer, de le contraindre à révéler tous ses secrets. Je lui ai expliqué que la créature ne peut être forcée, que le lien doit être pur, basé sur la compassion et non sur la cupidité. Mais il n'écoute pas. Je crains pour lui, et pour notre lignée si cette obsession persiste. » Tout s'éclairait. Cette obsession s'était transmise de génération en génération, jusqu'à Richard Dufresne. Le cycle dont il parlait avec Jules, c'était le retour du cheval tous les 50 ans. Et la pleine lune marquait le moment où le jugement serait rendu. Martin rangea soigneusement le journal dans la boîte et remonta l'escalier, l'esprit en ébullition. Madame Renaud l'attendait, un léger sourire aux lèvres. « Tu as trouvé ce que tu cherchais » demanda-t-elle. « Plus que je n'espérais » répondit Martin, encore sous le choc de ses découvertes. « Merci infiniment pour votre aide. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Madame Renaud l'arrêta d'une main sur son bras. « Martin, » dit-elle doucement, « sois prudent avec ces vieilles histoires. Certaines ont plus de vérité en elles qu'on ne voudrait le croire. » Son regard était intense, comme si elle en savait bien plus qu'elle ne le laissait paraître. Martin hocha la tête, incapable de formuler une réponse cohérente, et quitta la bibliothèque. Le soleil commençait à décliner lorsqu'il prit le chemin du retour. Les révélations tourbillonnaient dans son esprit. Lazare, le cheval de minuit, le jugement à venir. Tout cela semblait tellement incroyable, et pourtant, il ne pouvait nier ce qu'il avait vu de ses propres yeux. En approchant de sa ferme, Martin aperçut une silhouette familière qui l'attendait près de la barrière. Élise. Elle semblait préoccupée, triturant nerveusement la bandoulière de son sac. « Élise » appela-t-il en accélérant le pas. « Que se passe-t-il » ? « C'est Dufresne » répondit-elle sans préambule. « Il est revenu pendant ton absence, avec d'autres hommes. Je passais par hasard et je les ai vus rôder autour de ton écurie. » Le cœur de Martin se serra. « Lazare, est-ce qu'ils ont… » « Non, » le rassura-t-elle rapidement. « Ton cheval est toujours là. » Mais Dufresne a dit quelque chose d'inquiétant avant de partir. Il a dit qu'il reviendrait à la pleine lune, avec ou sans ta permission. Martin sentit un frisson le parcourir. « La pleine lune » murmura-t-il. « Bien sûr. »« Martin » insista Élise. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dufresne s'intéresse-t-il tellement à ton cheval ?» Il hésita, se demandant s'il devait lui faire part de ses découvertes. Élise était peut-être la seule personne qui ne le prendrait pas pour un fou. Après un moment de réflexion, il décida de lui faire confiance. « Viens » dit-il en poussant la barrière. « Je vais tout t'expliquer, mais d'abord, je dois voir Lazare. » Ils se dirigèrent ensemble vers l'écurie, Martin sentant monter en lui une détermination nouvelle. Quoi qu'il advienne à la pleine lune, il protégerait Lazare de Dufresne et de sa cupidité ancestrale. Car maintenant, il comprenait. Ce n'était pas seulement un vieux cheval qu'il avait sauvé ce jour-là au marché. C'était une créature de légende,
un être qu'il avait choisi pour une raison qui lui échappait encore. Et dans 3 jours, il saurait si ce choix avait été le bon. Lazare les accueillit par un hennissement doux lorsqu'ils entrèrent dans l'écurie. Martin s'approcha et caressa son encolure, examinant attentivement le cheval comme s'il le voyait pour la première fois. Maintenant qu'il connaissait la vérité, ou du moins une partie de celle-ci, chaque détail prenait une signification nouvelle. Les cicatrices sur son flanc étaient-elles les marques d'anciennes tentatives de capture? Ses yeux profonds reflétaient-ils vraiment les siècles d'existence d'une créature mythique? Alors, demanda Élise, observant l'interaction entre l'homme et l'animal avec curiosité. Martin prit une profonde inspiration et commença à lui raconter tout ce qu'il avait découvert à la bibliothèque. Le cheval de minuit, la légende du jugement à la pleine lune, l'obsession de la famille Dufresne. Au fur et à mesure qu'il parlait, il s'attendait à voir l'incrédulité se peindre sur le visage d'Élise, mais elle l'écoutait attentivement, hochant parfois la tête, comme si ces révélations confirmaient des soupçons qu'elle avait déjà. « Ma grand-mère parlait de cette légende », dit-elle quand il eut terminé. Elle l'appelait le juge équestre. Dans sa version, le cheval avait été un homme qui avait commis une grave injustice et avait été condamné à errer sous forme équine, ne retrouvant sa forme humaine qu'à la pleine lune, jusqu'à ce qu'il ait réparé 100 fois le mal qu'il avait causé. Martin hocha la tête, fasciné par cette variante de l'histoire. « Et tu y crois, à ces légendes ?» Élise sourit doucement. « Je crois que notre monde est plus mystérieux que nous ne voulons bien l'admettre. Et après ce que tu as vu… » Elle se tourna vers Lazare qui les observait avec une attention presque humaine. « Comment ne pas y croire ?» Martin se sentit étrangement réconforté par sa réponse. Il n'était pas seul face à cette situation extraordinaire. « Que comptes-tu faire pour la pleine lune ?» demanda Élise. Dufresne semble déterminé. « Je ne sais pas encore », admit Martin. « Mais je ne laisserai pas Dufresne s'emparer de Lazare. Quoi qu'il soit réellement, il m'a choisi pour une raison. » Ils passèrent le reste de la journée à élaborer un plan. La ferme était isolée, difficile à défendre contre plusieurs hommes déterminés. Martin n'avait pas les moyens d'engager de l'aide, et impliquer la police avec une histoire de cheval magique ne ferait que le faire passer pour un fou. « Et si tu quittais la ferme cette nuit-là » suggéra Élise. « Emmener Lazare ailleurs, là où Dufresne ne pourrait pas le trouver ?» Martin secoua la tête. D'après le journal d'Auguste Dufresne, la transformation doit avoir lieu à l'endroit même où le lien s'est formé. Si j'emmène Lazare ailleurs, je pourrais perturber le processus. Ils décidèrent finalement de préparer l'écurie comme une forteresse, bloquant toutes les entrées sauf une, que Martin surveillerait. Élise proposa de rester avec lui cette nuit-là, une offre qu'il accepta avec gratitude. 2 paires d'yeux valaient des mieux qu'une. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances d'orange et de pourpre, Martin raccompagna Élise jusqu'à la barrière. Elle promit de revenir le lendemain avec des provisions et peut-être quelques outils supplémentaires pour renforcer l'écurie. « Fais attention à toi, Martin », dit-elle en lui serrant brièvement la main. Dufresne pourrait tenter quelque chose avant la pleine lune. Il acquiesça, conscient du danger. « Merci, Élise. Pour tout. » Après son départ, Martin retourna à l'écurie. Lazare se tenait immobile dans sa stalle, son regard fixé sur la porte comme s'il montait déjà la garde. Martin s'assit sur une botte de foin, contemplant l'animal mystérieux qui avait bouleversé sa vie en si peu de temps. « Tu aurais pu choisir quelqu'un de plus fort, tu sais, » dit-il doucement. « Quelqu'un de plus capable de te protéger. » À sa grande surprise, Lazare tourna la tête vers lui et hennit doucement, comme pour le contredire. Il s'approcha ensuite et posa délicatement son museau contre la joue de Martin, dans un geste d'une tendresse presque humaine. Cette nuit-là, Martin dormit dans l'écurie, enroulé dans une vieille couverture sur un lit de paille. Son sommeil fut agité, peuplé de rêves étranges où il voyait Lazare se transformer en un homme grand et mince, aux yeux anciens et au visage marqué par les siècles. Dans son rêve, l'homme-cheval lui parlait d'une voix profonde et mélodieuse. « Le temps approche, Martin le roi. Ton cœur sera pesé, ton âme mesurée. Es-tu prêt pour le jugement ?» Martin se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. L'aube pointait à peine, baignant l'écurie d'une lumière grise et diffuse. Lazare se tenait près de lui, parfaitement immobile.
comme s'il n'avait pas bougé de la nuit. Mais quelque chose avait changé. Une fine luminescence bleutée entourait désormais le cheval, à peine perceptible dans la pénombre matinale. « Plus que 2 jours », murmura Martin, passant une main tremblante sur son visage fatigué. La journée passa dans une activité frénétique. Martin et Élise, qui étaient revenus comme promis, renforcèrent l'écurie du mieux qu'ils purent, clouant des planches supplémentaires aux fenêtres et consolidant la porte principale avec une barre transversale. Ils apportèrent des provisions, de l'eau, quelques couvertures, et même une vieille lampe à pétrole pour la nuit du jugement. Lazare observait leurs préparatifs avec une attention soutenue, comme s'il comprenait parfaitement ce qui se jouait. De temps à autre, Martin surprenait le cheval en train de fixer l'horizon vers la propriété des Dufresne, comme s'il sentait lui aussi la menace qui se profilait. Vers midi, alors qu'il prenait une pause bien méritée, Élise posa une question qui trottait dans son esprit depuis la veille. « Martin, as-tu pensé à ce que pourrait être ce trésor dont parle la légende, ce dont tu as le plus besoin ?» Il réfléchit un moment, contemplant sa ferme qui tombait lentement en ruine. « De l'argent, je suppose. Assez pour rembourser mes dettes, remettre la ferme en état. Peut-être même moderniser un peu les installations. » Élise le regardait avec une expression étrange, mi-amusée, mi-triste. « Tu es sûr que c'est vraiment ce dont tu as le plus besoin ?» Martin fronça les sourcils, ne comprenant pas où elle voulait en venir. Qu'est-ce qui pourrait être plus important? Elle ne répondit pas, se contentant de hausser les épaules avant de retourner au travail. Cette conversation laissa Martin perplexe. Bien sûr que l'argent était ce dont il avait le plus besoin. Sans argent, il perdrait sa ferme, son héritage, tout ce pour quoi il avait travaillé toute sa vie. Que pourrait-il désirer de plus? Pourtant, les paroles d'Élise résonnaient dans son esprit, l'obligeant à se questionner. Si le cheval de minuit pouvait vraiment accorder n'importe quel trésor, y avait-il quelque chose de plus profond, de plus essentiel qu'il désirait sans même le savoir? Le soir tombait lorsqu'ils terminèrent leurs préparatifs. L'écurie ressemblait maintenant à un petit bunker, aussi sécurisé qu'ils avaient pu la rendre avec les moyens limités à leur disposition. Élise devait rentrer chez elle pour la nuit, mais promit de revenir tôt le lendemain. « Je ramènerai mon vieux fusil de chasse », dit-elle sur le pas de la porte. « Ça ne fera pas de mal d'avoir un peu plus de protection. » Martin la remercia, touché par son dévouement. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, il la retint par le bras. « Élise, pourquoi fais-tu tout ça pour moi? Pour nous ?» Elle sourit, un sourire doux et légèrement mélancolique. « Parce que je crois en la magie, Martin. Pas celle des contes de fées, mais celle qui survient quand on fait ce qui est juste, quand on écoute son cœur plutôt que sa raison. Tu as fait ça en achetant Lazare, et maintenant, je fais de même en t'aidant. » Sur ces mots, elle partit, laissant Martin méditer sur cette réponse qui, comme tout ce qui concernait Lazare, semblait contenir plus qu'il n'y paraissait au premier abord. La nuit était tombée depuis longtemps lorsque Martin, incapable de trouver le sommeil, sortit prendre l'air. Le ciel était d'une clarté exceptionnelle, parsemé d'étoiles brillantes. La lune, presque pleine, baignait la ferme d'une lumière argentée qui donnait aux objets les plus banals une qualité presque surnaturelle. Instinctivement, ses pas le menèrent vers l'écurie. Il voulait vérifier que Lazare allait bien, que leurs préparatifs tenaient bon. Mais en approchant, il entendit à nouveau ces voix murmurantes qui l'avaient tant troublé auparavant. Cette fois, au lieu de se précipiter, il s'approcha lentement, silencieusement. La porte de l'écurie était entrebâillée, laissant filtrer une faible lueur bleutée. Retenant son souffle, Martin regarda à l'intérieur par l'entrebâillement. La scène qui s'offrit à ses yeux dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Lazare se tenait au centre de l'écurie, entouré de cette aura bleue désormais plus intense. Mais ce n'était plus tout à fait un cheval. Sa silhouette oscillait, comme lors de cette nuit d'orage, mais la transformation semblait plus avancée. La tête et le torse avaient déjà pris une forme humaine, bien que floue, indistincte, comme une image reflétée dans l'eau troublée. Le reste du corps restait équin, créant une créature hybride d'une beauté étrange et inquiétante. Autour de lui, les corbeaux, Martin en compta 9 cette fois,
formaient un cercle parfait, leurs ailes légèrement déployées. Ils émettaient ces sons qui ressemblaient tant à des murmures humains, dans une langue que Martin ne reconnaissait pas, mais qui résonnait en lui comme un écho lointain. La créature qui était devenue Lazare leva soudain la tête, fixant la porte derrière laquelle Martin se cachait. Ses yeux, désormais presque humains, brillaient d'une sagesse millénaire. « Entre, Martin le roi », dit-il d'une voix qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Le temps des secrets est presque révolu. Tremblant de tout son corps, Martin poussa la porte et pénétra dans l'écurie. Les corbeaux tournèrent leur tête vers lui en parfaite synchronisation, mais ne s'envolèrent pas. C'était comme s'ils l'attendaient. « Tu peux parler », balbutia Martin, incapable de détacher son regard de la créature mi-homme, mi-cheval qui se tenait devant lui. « À l'approche de la pleine lune, mes pouvoirs augmentent », répondit Lazare, sa voix résonnant étrangement dans l'espace confiné de l'écurie. « La transformation a déjà commencé, comme tu peux le voir, mais elle ne sera complète que demain soir, lorsque la lune atteindra son apogée. » Martin fit un pas en avant, fasciné malgré sa peur. « Qui es-tu vraiment? Qu'es-tu » Lazare, si c'était encore son nom, inclina sa tête désormais humaine. « J'ai eu de nombreux noms à travers les âges. Certains m'ont appelé le cheval de minuit, d'autres le juge équestre. La vérité est à la fois plus simple et plus complexe que ces légendes. » Il fit une pause, comme pour chercher les mots justes. « Je suis un gardien, un être ancien chargé de trouver des âmes dignes et de les récompenser. Tous les 50 ans, je prends forme équine et je me laisse acheter par quelqu'un qui agit par pure compassion. Celui qui m'acquiert sans connaître ma nature, simplement par bonté de cœur, est soumis au jugement. »« Et si je suis jugé indigne ?» demanda Martin, la gorge sèche. « Le journal de Dufresne disait que je perdrais ce qui m'est le plus cher. »« C'est exact, » confirma Lazare, son expression devenant grave. « Mais ce n'est pas une punition arbitraire. C'est la conséquence naturelle d'un cœur qui n'est pas en harmonie avec lui-même, qui désire ce qui n'est pas son bien véritable. » Martin réfléchit à ces paroles, troublé par leur implication. « Et les Dufresne, pourquoi Richard est-il si obsédé par toi ?» Lazare soupira, un son étrangement humain. « Les Dufresne ont été bénis une fois, il y a plus d'un siècle, mais la cupidité s'est installée dans leur lignée. Auguste, que tu as découvert à travers son journal, était un homme sage qui comprenait la véritable nature du don. Mais ses descendants ont perverti cette sagesse, croyant pouvoir me forcer à leur accorder des richesses infinies. Et c'est impossible ? On ne peut forcer la magie authentique, Martin. Elle découle de la vérité du cœur, de l'alignement entre ce que l'on est vraiment et ce que l'on désire. Richard Dufresne croit pouvoir me contraindre, mais même s'il parvenait à me capturer, il ne recevrait rien de moi. Pire, il risquerait de briser le cycle, empêchant d'autres âmes méritantes d'être récompensées. » Martin hocha lentement la tête, commençant à comprendre l'ampleur de ce qui se jouait. Ce n'était pas seulement sa ferme ou son avenir qui était en jeu, mais quelque chose de bien plus vaste, un équilibre ancien que Dufresne menaçait par son avidité. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il finalement. « Comment puis-je te protéger ?» Lazare le regarda longuement, ses yeux anciens semblant sonder l'âme même de Martin. « Demain soir, à minuit, tu devras être présent pour le jugement. Si ton cœur est pur, si tes intentions sont véritablement désintéressées, alors la magie opérera. Quant à Dufresne, » il hésita, son regard se portant vers la fenêtre, comme s'il pouvait voir au-delà des murs de l'écurie. « Il viendra sans aucun doute. Sa détermination est grande, mais sa compréhension est fausse. Tu devras faire preuve de courage, Martin le roi, plus que tu n'en as jamais eu besoin. » Sur ces mots, la forme de Lazare commença à vaciller, l'aura bleue s'estompant progressivement. En quelques instants, il redevint un simple cheval, bien que ses yeux conservassent cette lueur d'intelligence surhumaine. Les corbeaux s'envolèrent un à un, disparaissant dans la nuit comme des ombres. Martin resta là, immobile, essayant d'assimiler tout ce qu'il venait d'apprendre. Une chose était désormais claire. Demain soir, à la pleine lune, son destin serait scellé. Et il n'était pas le seul à le savoir.
l'aube du jour crucial se leva dans un ciel sans nuages, promettant une journée chaude et une nuit claire, parfaite pour la pleine lune. Martin n'avait presque pas dormi, hanté par sa conversation avec Lazare et l'angoisse de ce qui l'attendait. Il se leva tôt, vérifiant une dernière fois les défenses de l'écurie, s'assurant que tout était en place pour la confrontation qu'il sentait inévitable. Lazare semblait étrangement calme, comme si, maintenant que la vérité était révélée, il n'avait plus à cacher sa nature. Il observait Martin avec ses yeux profonds qui avaient vu passer les siècles, patient, presque compassionné, comme s'il comprenait le fardeau qu'il avait placé sur les épaules du fermier. Vers midi, Élise arriva comme promis, portant un vieux fusil de chasse dans un étui en cuir usé. Son visage s'éclaira en voyant Martin, mais son sourire s'effaça rapidement lorsqu'elle remarqua son expression grave. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle immédiatement. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Martin l'invita à s'asseoir sur un banc devant la maison et lui raconta sa rencontre nocturne avec Lazare, la transformation partielle, la conversation surréaliste qu'ils avaient eue. À mesure qu'il parlait, il s'attendait à voir l'incrédulité, peut-être même la peur, se peindre sur le visage d'Élise. Mais elle l'écoutait avec un calme presque surnaturel, comme si rien de ce qu'il disait ne la surprenait vraiment. « Tu me crois ?» demanda-t-il finalement, étonné par sa réaction. Élise sourit, un sourire doux et un peu triste. « Il y a des choses dans ce monde qui dépassent notre entendement, Martin. Ma grand-mère m'a appris à garder l'esprit ouvert. Et puis... » Elle hésita, cherchant ses mots. « Il y a quelque chose de spécial chez ton cheval. Je l'ai senti dès la première fois que je l'ai vu. Cette présence, cette conscience. » Martin hocha la tête, soulagé de ne pas être seul face à cette réalité bouleversante. Il a dit que Dufresne viendrait ce soir, qu'il essaierait de le capturer avant la transformation complète. « Alors nous serons prêts, » affirma Élise avec une détermination qui surprit Martin. Elle tapota le fusil posé à côté d'elle. « Je ne laisserai pas cet homme perturber quelque chose d'aussi ancien et important. »« Tu pourrais être en danger, » avertit Martin. « Dufresne ne viendra pas seul. J'en suis certain. » Élise haussa les épaules. « Certaines choses valent la peine qu'on prenne des risques, Martin. Ce qui se passe ici, c'est plus grand que nous. C'est une chance unique d'être témoin de quelque chose de véritablement extraordinaire. » Martin la regarda avec une gratitude mêlée d'admiration. Il avait toujours apprécié Élise pour sa gentillesse et son intelligence, mais il découvrait maintenant une force et un courage qu'il n'avait pas soupçonnés. Ils passèrent l'après-midi à peaufiner leur stratégie. Élise suggéra de déplacer Lazare de l'écurie à la grange, un bâtiment plus solide et avec moins d'accès. Ils y transportèrent de l'eau, du foin frais, et installèrent des lanternes pour éclairer l'espace une fois la nuit tombée. Lazare se laissa guider docilement, mais Martin remarqua que l'aura bleutée qui l'entourait était désormais visible même en plein jour, pulsant doucement au rythme de sa respiration. Par moments, sa silhouette semblait vaciller, comme si la forme équine qu'il maintenait devenait de plus en plus difficile à conserver à l'approche de la pleine lune. « À quelle heure exactement la lune sera-t-elle pleine ?» demanda Élise alors qu'ils terminaient leurs préparatifs. « Minuit, d'après Lazare, » répondit Martin. « C'est à ce moment-là que le jugement aura lieu. »« Et Dufresne le sait probablement aussi, » murmura Élise, scrutant l'horizon dans la direction de la propriété du riche propriétaire terrien. « Il attaquera avant, pour tenter d'interrompre le processus. » Martin acquiesça sombrement. Le soleil commençait à descendre, teintant le ciel de nuances orangées. Dans quelques heures, tout serait décidé. Son destin, celui de Lazare, peut-être même l'avenir de ce cycle mystique qui durait depuis des siècles. Alors qu'il prenait un repas léger, du pain, du fromage et quelques pommes, Martin ne put s'empêcher de poser la question qui le taraudait depuis sa conversation avec Lazare. « Élise, hier, tu m'as demandé si j'étais sûr que l'argent était ce dont j'avais le plus besoin. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement ?» Elle le regarda longuement, avant de répondre, comme si elle évaluait s'il était prêt à entendre sa réponse. « Je crois que le véritable trésor n'est pas toujours celui qu'on imagine, Martin. L'argent peut résoudre certains problèmes, c'est vrai. Mais parfois,
ce dont on a vraiment besoin est plus immatériel. Comme quoi? Comme un but, un sens à sa vie. Comme de la compagnie pour ne plus être seule. Elle baissa les yeux, soudain mal à l'aise. Je t'observe depuis la mort de Claire, tu sais. Tu t'es replié sur toi-même. Tu as cessé de vivre vraiment. Tu existes, tu travailles. Mais la joie a quitté ton cœur. Martin sentit une émotion étrange monter en lui, un mélange de douleur et de reconnaissance. Élise avait mis des mots sur un vide qu'il ressentait sans vouloir se l'avouer. « Tu penses que c'est ce que Lazare va juger, ma capacité à être heureux à nouveau ?»« Je ne sais pas, » admit-elle. « Mais je pense que le jugement concerne davantage qui tu es vraiment que ce que tu crois vouloir. » Cette conversation laissa Martin pensif. Alors que le crépuscule s'installait, teintant le monde de violet et d'indigo, il se rendit à la grange pour voir Lazare une dernière fois avant que la nuit ne tombe complètement. Le cheval, ou plutôt l'être ancien qui prenait cette forme, se tenait parfaitement immobile au centre de l'espace, son aura bleutée illuminant doucement les ombres grandissantes. En voyant Martin, il inclina légèrement la tête, dans ce geste si caractéristique qui semblait dire « Je te vois, je te comprends. »« Est-ce que je suis prêt ?» demanda Martin à voix basse, ne s'attendant pas vraiment à une réponse. À sa surprise, Lazare hennit doucement. Puis, dans un murmure à peine audible, « Tu l'as toujours été, Martin le roi. C'est pourquoi je t'ai choisi. » Ces mots résonnèrent en Martin comme une vérité profonde qu'il avait toujours su sans la reconnaître. Une paix étrange l'envahit, dissipant une partie de son anxiété. Quoi qu'il advienne cette nuit, il ferait face avec courage et dignité. Il rejoignit Élise, qui montait la garde près de la maison, scrutant l'obscurité croissante. Le fusil était chargé et posé à ses pieds, prêt à être saisi au premier signe de danger. « Tu crois qu'ils viendront par la route principale ?» demanda-t-elle sans quitter l'horizon des yeux. « Probablement pas, » répondit Martin. « Dufresne est trop malin pour ça. Ils contourneront par les champs du côté est. C'est moins visible. » Élise hocha la tête, puis sortit de sa poche une petite paire de jumelles. « J'ai apporté ça au cas où. La nuit sera claire avec la pleine lune. On devrait pouvoir les repérer s'ils s'approchent. » Le temps passa avec une lenteur exaspérante. La nuit s'installa complètement, le ciel se parant d'étoiles brillantes. La lune, presque parfaitement ronde, commença son ascension, baignant la ferme d'une lumière argentée qui donnait au paysage familier un aspect féerique. Vers 10 heures, alors qu'il partageait une thermos de café pour rester éveillé, un mouvement attira l'attention de Martin. Il saisit les jumelles et scruta la lisière du petit bois qui bordait sa propriété à l'est. « Là », murmura-t-il, passant les jumelles à Élise. « Tu vois ces ombres qui se déplacent entre les arbres ?» Elle ajusta les jumelles et acquiesça gravement. « Ils sont au moins 4, peut-être plus. Ils avancent lentement, en se cachant. » Martin sentit son cœur s'accélérer. Malgré leur préparation, malgré sa résolution, la peur commençait à s'insinuer en lui. Ils n'étaient que 2 contre un groupe d'hommes déterminés, probablement armés. « On devrait se replier vers la grange », suggéra-t-il. « C'est là qu'ils iront, et c'est là que nous avons le plus de chances de les arrêter. » Élise acquiesça, et ils se déplacèrent silencieusement, restant dans l'ombre des bâtiments pour ne pas être repérés. En atteignant la grange, Martin fut frappé par la luminosité qui s'en dégageait. Ce n'était plus seulement Lazare qui émettait cette aura bleutée, mais tout l'intérieur du bâtiment semblait baigné d'une lueur surnaturelle qui filtrait par les interstices entre les planches. « Mon Dieu !» souffla Élise, s'arrêtant net. « C'est magnifique. » Martin hocha la tête, incapable de trouver les mots pour décrire le spectacle. Ils entrèrent prudemment, et ce qu'ils virent les figea sur place. Lazare n'était plus tout à fait un cheval. La transformation était beaucoup plus avancée que la veille. Son corps était désormais principalement humain, grand et mince, avec une peau d'une pâleur lunaire traversée de veines bleutées. Seule sa tête et ses membres inférieurs conservaient des caractéristiques équines, créant une créature d'une beauté étrange et troublante. Autour de lui, les corbeaux étaient de retour, plus nombreux cette fois. Martin en compta 12, formant un cercle parfait. Ils ne croassaient pas, ne bougeaient pas,
leurs yeux brillants fixés sur la créature en transformation. « Vous êtes venus » dit Lazare de cette voix profonde et mélodieuse qui semblait résonner directement dans l'esprit plutôt que dans l'air. « Comme je savais que vous le feriez. »« Ils arrivent » annonça Martin, jetant un regard nerveux vers l'extérieur. « Dufresne et ses hommes, ils veulent t'empêcher de compléter la transformation. » Lazare inclina sa tête mi-humaine, mi-équine. « Je sais, c'était inévitable. Le cycle a toujours ses épreuves, ses tentations. Richard Dufresne est l'incarnation de la cupidité qui menace l'équilibre que je suis chargé de maintenir. « Comment pouvons-nous t'aider » demanda Élise, s'avançant d'un pas. « Comment pouvons-nous les arrêter ?»« Vous ne pouvez pas les arrêter, » répondit doucement Lazare. « Pas par la force. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la magie véritable. » Il les regarda tour à tour, ses yeux anciens emplis d'une sagesse infinie. « Mais vous pouvez faire un choix, le choix qui déterminera l'issue du jugement. » Martin allait demander quel choix, lorsqu'un bruit sec résonna à l'extérieur, suivi de voix étouffées qui donnaient des ordres. Dufresne et ses hommes étaient arrivés, et ils encerclaient déjà la grange. « Ils sont là », murmura Élise, serrant le fusil contre elle. Martin regarda Lazare, puis Élise, puis l'extérieur où se profilait un danger imminent. Le moment de vérité était arrivé, plus tôt qu'il ne l'avait prévu, et il n'était toujours pas certain d'être prêt. « Ils sont 5, » chuchota Martin après avoir jeté un rapide coup d'œil par une fente entre les planches. « Dufresne, Jules le Maquignon, et 3 hommes que je ne connais pas. Ils sont tous armés. » Élise serra son fusil un peu plus fort, le visage pâle mais déterminé. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Martin se tourna vers Lazare, dont la transformation continuait de progresser. L'aura bleutée qui l'entourait pulsait désormais au rythme d'un cœur invisible, illuminant la grange par vagues successives. « Lazare » appela-t-il doucement. « Que devons-nous faire » La créature mi-homme, mi-cheval tourna son regard vers lui. Ses yeux semblaient contenir des galaxies entières, des profondeurs insondables de temps et d'espace. « Le choix t'appartient, Martin le roi », répondit-il d'une voix qui semblait émaner de partout à la fois. « Tu peux choisir la confrontation, tenter de les repousser par la force, ou tu peux choisir une autre voie. »« Laquelle ?» demanda Martin, frustré par ces réponses énigmatiques alors que le danger se rapprochait. « La voie de la vérité », dit simplement Lazare. « Montre-toi à eux tel que tu es vraiment. Parle avec ton cœur, non avec ta peur. » Avant que Martin ne puisse demander des précisions, la porte de la grange s'ouvrit brusquement, projetant un rectangle de lumière lunaire sur le sol de terre battue. Richard Dufresne se tenait dans l'encadrement, une carabine à la main, flanqué de ses 4 acolytes tout aussi armés. Pendant une fraction de seconde, tout le monde resta figé. Dufresne et ses hommes, stupéfaits par le spectacle surnaturel qui s'offrait à eux, Lazare en pleine transformation, entouré de corbeaux immobiles et baigné dans cette lumière bleutée impossible. Martin et Élise, acculés, le dos contre le mur opposé de la grange, elle avec son vieux fusil levé en position défensive, lui les mains vides mais le regard déterminé. « Dufresne » dit finalement Martin, brisant le silence électrique. « Tu n'as rien à faire ici. Va-t'en. » Le riche propriétaire terrien sembla sortir de sa stupeur. Ses yeux se fixèrent sur Lazare avec une expression où se mêlaient la cupidité, la fascination et une peur ancestrale. « C'est donc vrai, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. « Toutes ces histoires, ces légendes que mon grand-père me racontait, elles étaient vraies. » « Et tu n'as toujours rien compris, » intervint la voix profonde de Lazare, faisant sursauter les hommes de Dufresne. « Après toutes ces générations, ta famille persiste dans son erreur. » Dufresne s'avança d'un pas, ignorant la mise en garde de Lazare, son attention entièrement focalisée sur la créature mythique. « Tu es à moi, » dit-il d'une voix tendue par l'émotion. « Tu as été à ma famille une fois, et tu le seras à nouveau. Je suis venu te réclamer. » Un rire doux, presque musical, émana de Lazare. « On ne peut posséder la magie, Richard Dufresne. On peut seulement la mériter. » Cette réponse sembla attiser la colère de Dufresne. Il fit un geste brusque à ses hommes. « Saisissez-le. Ne le laissez pas achever sa transformation. » Les hommes hésitèrent, visiblement intimidés par l'aura surnaturelle qui émanait de Lazare et par les corbeaux qui,
bien qu'immobile, semblait les observer avec une intelligence troublante. « Maintenant !» rugit Dufresne, pointant sa carabine vers Martin. « Ou je tire sur le fermier !» Cette menace sembla décider les hommes. Ils s'avancèrent vers Lazare, déterminés malgré leur peur évidente. Élise leva son fusil, visant le plus proche. « N'approchez pas !» cria-t-elle. « Je n'hésiterai pas à tirer. » Martin sentit la situation lui échapper. Tout allait dégénérer en violence, en sang versé, alors que quelque chose d'ancien et de sacré était en train de se produire. Les paroles de Lazare lui revinrent. « Montre-toi à eux tel que tu es vraiment. Parle avec ton cœur, non avec ta peur. » Prenant une décision instantanée, il s'avança, se plaçant entre les hommes de Dufresne et Lazare, les bras écartés en signe de protection. « Arrêtez !» cria-t-il d'une voix qui résonna avec une autorité qu'il ne se connaissait pas. « Vous ne comprenez pas ce qui se passe ici. Ce n'est pas une créature qu'on peut capturer ou posséder. C'est un jugement qui a lieu, un cycle ancien qui doit se poursuivre. » Dufresne émit un rire méprisant. « Un jugement ? Et qui es-tu pour être jugé, le roi ? Un fermier endetté, un veuf solitaire qui parle aux chevaux. Tu n'es rien. » Ces mots cruels touchèrent Martin en plein cœur, ravivant des doutes et des insécurités profondément enfouies. Mais étrangement, au lieu de le blesser, ils semblèrent cristalliser quelque chose en lui, une certitude nouvelle. « Oui, » dit-il calmement, « je ne suis qu'un fermier, un homme simple qui a connu son lot de souffrances. J'ai perdu ma femme, je suis au bord de perdre ma ferme. Mais j'ai fait un choix, Dufresne. J'ai choisi la compassion plutôt que le profit quand j'ai acheté ce vieux cheval que tout le monde condamnait à l'abattoir. » Il se tourna légèrement pour inclure Lazare dans son champ de vision, tout en gardant un œil sur Dufresne et ses hommes. Je ne savais pas qui il était, ce qu'il représentait. Je l'ai juste vu souffrir et j'ai voulu l'aider. C'est tout. Un simple acte de bonté, sans arrière-pensée, sans calcul. L'aura autour de Lazare sembla s'intensifier à ces mots, pulsant plus vite, plus brillamment. Les corbeaux, toujours en cercle, commencèrent à battre doucement des ailes, créant un courant d'air qui faisait vaciller la lumière des lanternes. « Tu parles de bonté » cracha Dufresne. « C'est de la naïveté, de la faiblesse. Le monde appartient à ceux qui osent prendre ce qu'ils veulent, pas à ceux qui attendent qu'on leur fasse la charité. Et c'est exactement pourquoi tu ne comprends rien à ce qui se passe ici, » intervint Élise, s'avançant pour se tenir aux côtés de Martin. « Ce n'est pas une question de prendre, c'est une question de donner, de mériter. » Dufresne la regarda avec dédain. « Tais-toi, femme, tu n'as rien à voir avec cette histoire. »« Elle a tout à voir, » dit doucement Martin, une compréhension nouvelle s'éveillant en lui. « Élise a choisi de m'aider, de risquer sa vie pour protéger quelque chose qu'elle ne comprend pas complètement, mais qu'elle respecte. C'est aussi un acte de bonté, de courage. C'est ce que Lazare juge, n'est-ce pas ?» Il se tourna vers la créature mythique. Notre capacité à agir avec compassion, même quand cela ne nous apporte aucun bénéfice. Lazare inclina sa tête étrange, mi-humaine, mi-équine, dans un geste d'approbation. « Tu commences à comprendre, Martin le roi. Le trésor n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est prêt à donner. » Ces paroles semblèrent enrager davantage Dufresne. « Assez de ces absurdités. Je suis venu pour la créature, et je l'aurai. » Il leva sa carabine, visant directement Lazare. « Écartez-vous, ou je tire à travers vous. » Martin ne bougea pas d'un pouce. « Tu ne comprends toujours pas, Dufresne. Tu ne peux pas prendre par la force ce qui doit être librement accordé. Si tu tires, tu ne feras que prouver que tu es indigne. » Un moment de tension extrême s'installa, où le seul son audible était la respiration haletante de Dufresne et le battement léger des ailes des corbeaux. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La lumière bleutée qui entourait Lazare commença à s'étendre, formant des volutes qui se déployaient, comme des tentacules lumineux. Elles touchèrent d'abord Martin et Élise, les enveloppant d'un halo protecteur. Puis elles s'étendirent vers Dufresne et ses hommes, non pas de manière menaçante, mais comme une invitation, une offre de compréhension. Dufresne recula, effrayé par ce phénomène qu'il ne pouvait comprendre. « Qu'est-ce que c'est ? Que se passe-t-il » ? « C'est la magie véritable, » répondit Martin, sentant une chaleur étrange l'envahir, une clarté d'esprit qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Elle ne prend pas, elle donne, elle ne force pas,
Elle invite. Les hommes de Dufresne commençaient à baisser leurs armes, fascinés et apaisés par la lumière qui les enveloppait. Seul Dufresne résistait, serrant sa carabine avec une détermination fébrile. « Non !» cria-t-il. « C'est un piège, une illusion. Ne vous laissez pas berner. » Mais ses paroles semblaient avoir perdu leur pouvoir. Ces hommes reculaient maintenant, certains secouant la tête comme pour s'éclaircir les idées, d'autres regardant Dufresne avec une expression de dégoût nouvelle. « Patron, » dit Jules, le maquignon, d'une voix changée, « je crois qu'on a fait une erreur. Ce n'est pas bien ce qu'on fait ici. »« Tais-toi » hurla Dufresne, au bord de la panique. « Vous êtes tous des lâches, des idiots, je vais le faire moi-même !» Il leva sa carabine, visant directement Lazare. Martin, sans réfléchir, se jeta devant la créature au moment même où Dufresne pressait la détente. Le coup de feu résonna dans la grange comme un coup de tonnerre, amplifié par l'espace confiné. Martin sentit une douleur fulgurante dans son épaule, puis la chaleur du sang qui coulait. Il tomba à genoux, serrant sa blessure d'une main, tandis qu'Élise criait son nom avec horreur. Mais au lieu de s'effondrer, Martin sentit une force nouvelle l'envahir. La lumière bleutée qui l'entourait s'intensifia, semblant pénétrer sa chair, apaisant la douleur, lui insufflant une énergie qu'il n'avait jamais connue. Il se releva lentement, sous les yeux stupéfaits de tous. Sa blessure, bien que toujours présente, ne saignait plus et semblait déjà en voie de guérison, entourée d'un halo lumineux qui pulsait au rythme de son cœur. « Tu as fait ton choix, Richard Dufresne, » dit la voix de Lazare, plus puissante que jamais. Et Martin le roi a fait le sien, le jugement est rendu. Les corbeaux s'envolèrent soudain, formant un tourbillon autour de Dufresne qui laissa tomber sa carabine, levant les bras pour se protéger le visage. Les oiseaux tournoyant de plus en plus vite, créant une tornade de plumes noires qui obscurcissait tout, même la lumière lunaire qui entrait par la porte ouverte. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le tourbillon cessa. Les corbeaux se dispersèrent, volant vers les poutres de la grange ou s'échappant par la porte et les fenêtres. Et là où se tenait Dufresne quelques instants plus tôt, il n'y avait plus rien. L'homme avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Ces hommes restèrent figés, incapables de comprendre ce qu'ils venèrent de voir. Puis, l'un après l'autre, ils déposèrent leurs armes et reculèrent vers la sortie. « Nous sommes désolés, » balbutia Jules, le dernier à partir. « Nous ne savions pas, nous ne comprenions pas. » Martin hocha la tête, acceptant ses excuses partielles. « Partez, et n'oubliez jamais ce que vous avez vu ici ce soir. » Une fois les hommes partis, il ne resta plus que Martin, Élise et Lazare dans la grange illuminée par cette étrange lueur bleutée. La transformation de la créature était presque complète maintenant. Il ne restait plus que quelques traits équins dans son visage, et ses yeux. Ses yeux étaient ceux d'un être qui avait vu naître et mourir des civilisations entières. « Qu'est-il arrivé à Dufresne ?» demanda Élise, la voix tremblante. « Il a été jugé », répondit Lazare. « Son âme va errer, confrontée à ses propres démons, jusqu'à ce qu'il comprenne la véritable nature du don qu'il cherchait à voler. Cela pourrait prendre des années, des décennies, ou l'éternité. » Martin frissonna, malgré la chaleur qui l'enveloppait toujours. « Et moi? Ai-je été jugé aussi ?» Lazare sourit, un sourire d'une beauté presque douloureuse. « Oui, Martin le roi, tu as été jugé au moment où tu as choisi de te sacrifier pour protéger un être que tu croyais plus vulnérable que toi. Et tu as été trouvé digne. »« Digne de quoi ?» demanda Martin, n'osant pas espérer. « Du trésor, » répondit simplement Lazare. « Du don qui répond à ton besoin le plus profond. Mais d'abord, il faut que la transformation s'achève. La pleine lune atteint son apogée. » En effet, la lumière argentée qui entrait par les ouvertures de la grange s'intensifiait, se mêlant à l'aura bleutée de Lazare. Les deux sources de lumière semblaient danser ensemble, créant des motifs complexes sur les murs et le sol. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda Élise, s'approchant de Martin et prenant sa main valide dans la sienne. Lazare les regarda tous les deux, ses yeux anciens emplis d'une sagesse infinie. « La vérité va se révéler. Le cycle va s'accomplir. Et vous allez recevoir ce dont vous avez le plus besoin, même si ce n'est pas ce que vous croyez désirer.
Sur ces mots, l'aura bleutée explosa en une lumière aveuglante, si intense que Martin et Élise durent fermer les yeux et se protéger le visage. Un vent surgit de nulle part balaya la grange, faisant claquer les portes et les volets, soulevant la paille et la poussière en un tourbillon chaotique. Et au milieu de cette tempête de lumière et de vent, la voix de Lazare résonna une dernière fois, à la fois proche et lointaine, comme venue d'un autre monde. « Préparez-vous à recevoir votre trésor, Martin le roi. La nuit touche à sa fin, et avec elle, une nouvelle aube se lève pour vous. » La tempête de lumière atteignit son paroxysme, si intense que même à travers ses paupières fermées, Martin percevait l'éclat aveuglant. Le vent tournoyait autour d'eux, mais étrangement, il ne les bousculait pas, comme s'il se tenait au centre même d'un cyclone magique, dans l'œil de la tempête où régnait un calme surnaturel. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la luminosité s'atténua. Le vent tomba. Un silence profond envahit la grange, un silence presque vivant, vibrant d'une énergie contenue. Martin ouvrit lentement les yeux, incertain de ce qu'il allait découvrir. Là où s'était tenu Lazare se tenait maintenant un homme. Grand, mince, avec une longue chevelure argentée qui cascadait sur ses épaules. Son visage aux traits nobles portait les marques de l'âge. Mais ses yeux, ces mêmes yeux profonds qui avaient tant troublé Martin dès leur première rencontre, brillaient d'une vitalité éternelle. Il était vêtu d'une simple tunique blanche qui semblait luire de l'intérieur, comme si la lumière bleutée qui l'avait enveloppé s'était maintenant intégrée à sa chair même. « Lazare » murmura Martin, incapable de détacher son regard de cette apparition. L'homme inclina légèrement la tête, dans ce geste si caractéristique que Martin avait appris à reconnaître chez le cheval. « C'est l'un des noms que j'ai portés, » répondit-il de cette voix profonde et mélodieuse. « J'en ai eu beaucoup d'autres au fil des siècles. Merlin, comme m'appelait Dufresne. Chiron, dans des temps plus anciens. Certains m'ont nommé le gardien, d'autres le messager. »« Qui êtes-vous vraiment ?» demanda Élise, qui semblait à la fois terrifiée et fascinée. Le sourire de Lazare s'élargit, empreint d'une bienveillance infinie. « Je suis un observateur, un témoin. Je parcours le monde sous différentes formes, cherchant ceux dont le cœur est pur, ceux qui sont capables de compassion désintéressée. Je les guide, je les teste, et lorsqu'ils sont prêts, je les récompense. »« Le trésor, » souffla Martin. « Vous avez parlé d'un trésor. » En effet. Lazare fit un pas vers eux, et l'air sembla onduler autour de lui, comme si sa simple présence altérait la réalité. « Mais comme je te l'ai dit, Martin le roi, le véritable trésor n'est pas toujours celui qu'on imagine. » Il tendit une main vers l'épaule blessée de Martin. Au contact de ses doigts, une chaleur apaisante se répandit dans tout le corps du fermier. La douleur s'évanouit complètement, et lorsque Martin regarda sa blessure, il n'y avait plus qu'une légère cicatrice, comme si des semaines de guérison s'étaient écoulées en quelques secondes. « La guérison n'est que le début, » dit doucement Lazare. « Ce que je t'offre va bien au-delà. » Il se tourna et fit un geste ample de la main vers le fond de la grange. L'air se troubla, comme la surface d'un étang dans lequel on aurait jeté un caillou. Puis, lentement, une ouverture se forma, non pas une porte physique, mais comme une déchirure dans le tissu même de la réalité. À travers cette brèche, Martin et Élise pouvaient en voir autre chose. Un paysage qui n'était pas celui de la ferme, ni même de ce monde peut-être. Des collines verdoyantes s'étendaient à perte de vue, parcourues de ruisseaux cristallins. Des arbres majestueux aux feuilles d'or et d'argent se balançaient sous une brise invisible. Et plus loin, presque à l'horizon, on distinguait les contours d'une cité aux tours élancées qui semblait toucher un ciel d'un bleu impossible. « Qu'est-ce que c'est » demanda Martin, le souffle coupé par cette vision. « C'est Avalon » répondit Lazare. « L'un des nombreux noms qu'on lui a donnés. La terre des bienheureux, le jardin éternel. L'autre côté, un lieu où le temps s'écoule différemment, où la souffrance est apaisée, où l'âme trouve le repos qu'elle mérite. »« Et vous nous invitez à y aller ?» demanda Élise, la voix tremblante d'émotion. Lazare hocha la tête. « C'est votre récompense, si vous choisissez de l'accepter. Une nouvelle vie, loin des peines et des luttes de ce monde. Une chance de recommencer, ensemble. »
Martin sentit son cœur s'accélérer. L'offre était tentante, presque irrésistible. Échapper à ses dettes, à la solitude, à la lutte quotidienne pour maintenir sa ferme à flot. Découvrir un monde nouveau, aux côtés d'Élise. Car il comprenait maintenant, avec une clarté cristalline, que ses sentiments pour elle dépassaient la simple amitié, et que ces sentiments étaient réciproques. Mais quelque chose le retenait, une question qui brûlait ses lèvres. Et ma ferme, que deviendra-t-elle si je pars? Le regard de Lazare se fit compatissant. Le temps s'écoule différemment entre les mondes, Martin. Ce qui te semblera des années là-bas ne sera que des instants ici. Tu pourras revenir quand tu le souhaiteras, et peu de temps se sera écoulé dans ce monde. Mais Martin hésitait encore, tiraillé entre le désir d'accepter cette offre miraculeuse et un sentiment de responsabilité envers ceux qu'il laisserait derrière lui. Lazare sembla lire dans ses pensées. « Ta ferme ne disparaîtra pas. En fait, c'est une partie de ton trésor. » Il fit un autre geste, et l'image dans la brèche changea, montrant maintenant la ferme de Martin, mais transformée. Les champs étaient verdoyants, les bâtiments rénovés, le bétail abondant. « Ceci est ton avenir, Martin le roi. Une ferme prospère, libérée des dettes, bénie par une terre fertile et des récoltes abondantes. »« Comment est-ce possible ?» murmura Martin, n'osant croire ce qu'il voyait. « La magie véritable ne crée pas à partir de rien, » expliqua Lazare. « Elle révèle ce qui est déjà là, elle amplifie ce qui existe en germe. Ta ferme a toujours eu ce potentiel, caché sous les difficultés temporaires. Mon don est simplement d'accélérer ce qui aurait pris des années à se manifester naturellement. » Il s'approcha d'eux, son regard passant de l'un à l'autre avec une tendresse presque paternelle. « Mais le véritable trésor, Martin, n'est ni Avalon, ni la prospérité de ta ferme. C'est ce que tu as déjà trouvé sans même le chercher. » Son regard se posa sur Élise, puis revint à Martin. L'amour, la possibilité d'aimer à nouveau, d'être aimé en retour, de ne plus être seul. C'est ce dont ton cœur avait le plus besoin, même si ton esprit ne le reconnaissait pas encore. Martin sentit une émotion intense l'envahir, un mélange de gratitude, de joie et d'une sorte de paix profonde qu'il n'avait pas connue depuis la mort de Claire. Il regarda Élise et dans ses yeux, il vit le reflet de ses propres sentiments, la surprise de cette révélation, mais aussi la reconnaissance d'une vérité qui avait toujours été là, attendant simplement d'être découverte. « C'est pour ça que tu m'as choisi, » dit-il doucement à Lazare. « Pas parce que j'étais spécial ou particulièrement méritant, mais parce que j'étais prêt à aimer à nouveau, même si je ne le savais pas moi-même. » Lazare sourit, un sourire empreint d'une sagesse millénaire. « Tu te sous-estimes, Martin le roi. Ton acte de compassion envers un animal que tu croyais condamné était rare et précieux dans ce monde dominé par l'intérêt personnel. Et ton courage face à Dufresne, ta volonté de te sacrifier pour protéger un être que tu considérais comme plus vulnérable que toi, ce sont des qualités que je cherche depuis des siècles. » Il se tourna vers Élise. « Et toi, Élise Bonnet, ton dévouement, ta loyauté, ta capacité à voir au-delà des apparences. Tu as toujours su que Martin était spécial, n'est-ce pas? Tu l'as vu quand lui-même l'avait oublié. » Élise rougit légèrement, mais son regard resta ferme. « J'ai toujours cru en lui, » admit-elle simplement. Lazare hocha la tête, satisfait. « Alors voici mon offre, à vous deux. Venez avec moi à Avalon, ne serait-ce que pour un temps. Découvrez ce monde où la magie n'est pas cachée mais célébrée, où vous pourrez apprendre et grandir ensemble. Et quand vous le souhaiterez, vous reviendrez ici, dans cette ferme renouvelée, pour y vivre la vie que vous méritez. » La brèche vers Avalon s'élargit, l'invitation se faisant plus pressante. À travers elle, Martin pouvait maintenant entendre une musique lointaine, douce et envoûtante, qui semblait l'appeler personnellement. Il regarda Élise, cherchant dans ses yeux la réponse à la question qu'il n'osait pas formuler. Voulait-elle le suivre dans cette aventure incroyable? Partageait-elle ce désir nouveau, cette possibilité d'un avenir commun? Elle lui sourit, un sourire lumineux qui dissipa ses derniers doutes. « Ensemble ?» demanda-t-elle simplement, lui tendant la main. Martin prit sa main dans la sienne,
sentant la chaleur de ce contact simple se répandre dans tout son être. « Ensemble », confirma-t-il. Ils se tournèrent vers Lazare, qui les observait avec une expression de profonde satisfaction. « Nous acceptons, » dit Martin. « Nous irons à Avalon avec vous, et nous reviendrons quand nous serons prêts. » « Une décision sage, » approuva Lazare. « Mais avant de partir, il y a une dernière chose que tu dois savoir, Martin le roi. Quelque chose sur ton avenir dans ce monde, quand tu y reviendras. » Il fit un nouveau geste, et l'image dans la brèche changea à nouveau. Cette fois, Martin vit sa ferme à une saison différente, en plein été peut-être. Des enfants jouaient dans la cour, 2 petites filles et un garçon, riant et courant autour d'un chien joyeux. Et sur le porche, assis côte à côte, se tenaient Martin et Élise, plus âgés, observant cette scène avec un bonheur serein. « Votre famille, » dit doucement Lazare. « Vos enfants, votre avenir. » Martin sentit les larmes lui monter aux yeux. Après la mort de Claire, il avait abandonné tout espoir de fonder une famille, d'avoir des enfants. Cette vision d'un futur qu'il n'avait jamais osé imaginer le bouleversait profondément. « Merci », murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Pour tout. » Lazare inclina la tête en signe d'acceptation. « Ne me remercie pas encore, Martin le roi. Ton voyage ne fait que commencer. Il y aura des défis à relever, même à Avalon, des leçons à apprendre, des vérités à découvrir sur toi-même et sur le monde. Mais je serai là pour vous guider, comme je l'ai toujours fait. » Il s'avança vers la brèche, leur faisant signe de le suivre. « Venez. L'aube approche dans ce monde, et avec elle, la fin de mon temps ici. Un nouveau cycle commence pour nous tous. » Martin et Élise échangèrent un dernier regard, scellant leur accord silencieux. Puis, main dans la main, ils suivirent Lazare vers la brèche lumineuse, vers Avalon, vers un avenir qu'ils n'auraient jamais pu imaginer quelques jours plus tôt. Alors qu'ils s'apprêtaient à franchir le seuil entre les mondes, Martin jeta un dernier regard en arrière, vers sa ferme, vers sa vie d'avant. Il n'éprouvait ni regret ni nostalgie, seulement une profonde gratitude pour le chemin parcouru et une excitation sereine pour celui qui s'ouvrait devant lui. « Adieu », murmura-t-il, « pour un temps. » Puis il se tourna résolument vers Avalon et, tenant fermement la main d'Élise dans la sienne, il fit un pas en avant, vers la lumière, vers la magie, vers cette nouvelle vie qui les attendait. La brèche se referma derrière eux dans un éclat final de lumière bleutée, laissant la grange dans le calme paisible d'une aube naissante. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les planches, illuminant l'espace désormais vide de toute présence humaine ou magique. Seul un corbeau, perché sur une poutre, observait la scène avec des yeux étrangement intelligents. Il lissa ses plumes une dernière fois, puis s'envola par une fenêtre ouverte, disparaissant dans le ciel qui s'éclaircissait. Le cycle était accompli. Un nouveau venait de commencer. 50 ans s'écoulèrent. Les saisons se succédèrent dans leur ronde éternelle, transformant le paysage au gré des caprices du temps. La ferme de Martin le roi, autrefois menacée de ruines, était devenue l'une des plus prospères de la région. Les champs autrefois desséchés regorgeaient désormais de cultures abondantes. Les bâtiments, rénovés et agrandis, témoignaient d'une réussite que beaucoup dans le village qualifiaient de miraculeuse. Car Martin et Élise étaient revenus d'Avalon, comme Lazare l'avait promis. Pour le monde, ils n'avaient été absents que 3 jours, un week-end que les villageois avaient attribué à un voyage impromptu. Mais pour eux, ces 3 jours avaient été des années passées dans ce royaume où le temps s'écoulait différemment, où ils avaient appris, grandi et approfondi l'amour naissant qui les unissait. À leur retour, tout s'était passé comme Lazare l'avait prédit. La ferme avait prospéré, comme si une bénédiction invisible reposait sur chaque graine plantée, chaque animal élevé. Martin avait rapidement remboursé ses dettes, puis étendu sa propriété, achetant des parcelles voisines, y compris, ironiquement, une partie des terres qui avaient appartenu à Richard Dufresne. Car Dufresne n'était jamais réapparu après cette nuit fatidique. Les autorités avaient enquêté sur sa disparition, mais sans résultat. Ses biens avaient été vendus aux enchères, ses terres divisées. Certains disaient qu'il s'était enfui pour échapper à des créanciers secrets. D'autres murmuraient des histoires plus sinistres. Seuls Martin et Élise connaissaient la vérité.
un secret qu'ils gardèrent précieusement, ne le partageant qu'avec leurs enfants lorsqu'ils furent en âge de comprendre. Car ils eurent des enfants, comme Lazare l'avait montré dans sa vision. D'abord des jumelles, Marie et Louise, puis un fils, Thomas. Ils grandirent en écoutant des histoires de magie et de chevaux mystérieux, croyant qu'il s'agissait de contes inventés par leurs parents, jusqu'au jour où ils furent assez grands pour entendre la vérité. Le temps passa, et les enfants quittèrent le nid, fondant leur propre famille, poursuivant leurs propres rêves. Marie devint médecin, Louise enseignante, et Thomas reprit la ferme familiale aux côtés de son père. La vie suivit son cours, avec ses joies et ses peines, ses moments de bonheur intense et ses inévitables chagrins. Élise fut la première à partir. Par un doux soir d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans l'air frais, elle s'éteignit paisiblement dans son sommeil, un léger sourire aux lèvres, comme si elle avait aperçu quelque chose de merveilleux dans ses derniers rêves. Martin la pleura profondément, mais sans amertume, car il avait eu le privilège de partager sa vie pendant près d'un demi-siècle. Et il savait que chaque instant de ce temps avait été un cadeau précieux. Après la mort d'Élise, Martin se retira progressivement, laissant Thomas gérer la ferme au quotidien. Il passait de longues heures assis sur le porche, contemplant les champs qu'il avait cultivés toute sa vie, se remémorant les événements extraordinaires qui avaient changé son destin. Parfois, il croyait apercevoir un corbeau qui l'observait avec une attention particulière, ou une lueur bleutée à la lisière du bois, à la tombée de la nuit. Mais ces apparitions étaient fugaces, comme des rêves à moitié oubliés au réveil. Et puis, un jour, alors que l'hiver cédait la place aux premières promesses du printemps, un étranger se présenta à la ferme. Un vieil homme aux longs cheveux argentés, vêtu simplement mais avec une élégance naturelle qui attirait le regard. Il demanda à voir Martin le roi, et Thomas, intrigué par ce visiteur inhabituel, le conduisit au porche où son père se réchauffait au soleil de mars. « Père, dit Thomas, cet homme souhaite te parler. » Martin leva les yeux, et pendant un instant, son cœur s'arrêta. Ses yeux, il les aurait reconnus entre mille. Ces yeux anciens, qui avaient vu naître et mourir des civilisations, qui contenaient en eux la sagesse des âges. « Lazare, murmura-t-il, trop bas pour que son fils l'entende. » L'homme inclina légèrement la tête, dans ce geste si caractéristique que Martin n'avait jamais oublié. « Pourriez-vous nous laisser seuls un moment ?» demanda-t-il à Thomas d'une voix douce mais autoritaire. Thomas hésita, jetant un regard inquiet à son père. Martin hocha la tête pour le rassurer. « Tout va bien, mon fils. C'est un vieil ami. » Une fois Thomas parti, l'homme s'assit sur la chaise à côté de Martin, contemplant en silence le paysage qui s'étendait devant eux. La ferme, vivante, prospère, exactement comme la vision l'avait montré tant d'années auparavant. « Le cycle recommence, » dit finalement Lazare, sa voix exactement comme Martin s'en souvenait. 50 ans ont passé dans ce monde. Martin hocha la tête, comprenant immédiatement. « Tu cherches un nouveau gardien. Quelqu'un qui t'achètera par compassion, sans connaître ta véritable nature. »« Oui, » confirma Lazare. « Le temps est venu pour moi de reprendre forme équine et de poursuivre ma quête. Mais avant cela, je voulais te voir une dernière fois, Martin le roi. Voir l'homme que tu es devenu, voir le fruit de ton jugement. » Martin sourit, se sentant étrangement jeune sous le regard de cet être intemporel. « J'ai eu une bonne vie, Lazare, une vie que je n'aurais jamais cru possible quand je t'ai acheté ce jour-là au marché. Je ne pourrai jamais assez te remercier. » Lazare secoua doucement la tête. « Tu n'as pas à me remercier. Tu as mérité chaque instant de bonheur que tu as connu. C'est toi qui as choisi la compassion quand d'autres ne voyaient qu'un vieux cheval inutile. C'est toi qui as risqué ta vie pour protéger un être que tu croyais vulnérable. C'est toi qui as ouvert ton cœur à l'amour alors que la douleur aurait pu le fermer à jamais. » Il y eut un moment de silence, pendant lequel le vent bruissa doucement dans les jeunes feuilles des arbres. Puis Lazare reprit, sa voix plus douce encore. « Tu sais pourquoi je suis vraiment venu, n'est-ce pas ?» Martin sentit une étrange paix l'envahir. Bien sûr qu'il savait. Il l'avait peut-être toujours su, quelque part au fond de lui. « Élise m'attend. »
dit-il simplement. Lazare acquiesça. À Avalon, où le temps s'écoule différemment. Pour elle, votre séparation n'a duré qu'un instant. Et mes enfants, mes petits-enfants, demanda Martin, non pas avec inquiétude, mais pour s'assurer qu'ils seraient bien. Ils poursuivront leur propre chemin, répondit Lazare. Thomas est prêt à prendre la relève. La ferme prospérera encore pour des générations. Et un jour, peut-être, l'un de tes descendants croisera ma route, comme tu l'as fait. Martin hocha la tête, satisfait. Il n'avait pas peur. Comment aurait-il pu craindre ce qui allait venir après tout ce qu'il avait vécu? « Je suis prêt », dit-il simplement. Lazare se leva et lui tendit la main. « Alors viens, Martin le roi. Avalon t'attend, et avec lui, tous ceux que tu as aimés et perdus. » Martin prit la main offerte et se leva à son tour, surpris de la facilité avec laquelle son corps, pourtant marqué par l'âge, répondait. C'est alors qu'il remarqua que sa main n'était plus celle d'un vieil homme. Les taches de vieillesse avaient disparu, les veines saillantes s'étaient estompées, la peau était redevenue ferme et lisse. « Qu'est-ce que... » commença-t-il, interloqué. Lazare sourit. « Le temps n'a pas la même emprise à Avalon. Tu retrouveras la force de ta jeunesse, tout en conservant la sagesse de tes années. » Ensemble, ils descendirent les marches du porche et se dirigèrent vers le vieux pommier qui se dressait à l'orée du champ principal. Cet arbre, Martin l'avait planté avec Élise peu après leur retour d'Avalon, comme un symbole de leur nouvelle vie ensemble. Il avait grandi, s'était épanoui, et donnait maintenant des fruits abondants chaque automne. À mesure qu'ils approchèrent de l'arbre, Martin sentait son corps se transformer, la fatigue et les douleurs de l'âge s'évanouissant comme la brume matinale sous le soleil. Une énergie nouvelle, ou plutôt oubliée, coulait dans ses veines, et avec elle, une joie anticipative qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Sous le pommier, l'air semblait onduler, comme il l'avait fait cette nuit-là dans la grange, 50 ans plus tôt. Une brèche s'ouvrit, révélant ce paysage qu'il n'avait jamais oublié, les collines verdoyantes, les ruisseaux cristallins, les arbres aux feuilles d'or et d'argent. Et au loin, la cité aux tours élancées qui touchait un ciel d'un bleu impossible. « Avalon », murmura-t-il, sentant une émotion intense l'envahir. « Ton nouveau foyer », confirma Lazare. « Ou plutôt ton foyer retrouvé. » Martin s'avança vers la brèche, mais s'arrêta un instant, se retournant pour contempler une dernière fois sa ferme, sa vie dans ce monde. Il vit Thomas qui sortait de la grange, levant la main pour se protéger les yeux du soleil, cherchant visiblement son père. « Il ne verra pas ton départ », expliqua doucement Lazare. « Pour lui, tu te seras simplement endormi sous le pommier, ton cœur s'arrêtant paisiblement après une longue vie bien remplie. » Martin hocha la tête, reconnaissant pour cette dernière gentillesse. « Adieu, mon fils, » murmura-t-il. « Sois heureux. » Puis il se tourna résolument vers Avalon et fit un pas en avant, franchissant le seuil entre les mondes. Une sensation extraordinaire l'envahit, comme s'il se dissolvait puis se reformait, molécule par molécule. La lumière l'enveloppa, chaude et accueillante, et lorsqu'elle s'estompa, il se tenait sur l'herbe d'un vert impossible d'Avalon. Et là, l'attendant sous un arbre aux feuilles d'argent, se tenait Élise. Jeune comme au jour de leur première rencontre, mais avec dans les yeux toute la sagesse et l'amour de leurs années partagées. Elle lui sourit, ce sourire lumineux qu'il avait tant aimé, et lui tendit la main. « Bienvenue à la maison », dit-elle simplement. Martin prit sa main dans la sienne, sentant les larmes, des larmes de joie pure, lui monter aux yeux. « Je suis rentré », répondit-il. Derrière eux, Lazare observait leurs retrouvailles avec un sourire satisfait. Sa tâche ici était accomplie. Martin le roi avait mérité son repos, sa récompense. Maintenant, il était temps pour lui de retourner dans le monde des hommes, de reprendre forme équine, de chercher un nouveau cœur pur, une nouvelle âme capable de compassion désintéressée. Le cycle continuait, comme il l'avait toujours fait, comme il le ferait toujours. Sur la ferme des Leroy, sous le vieux pommier, Thomas trouva son père paisiblement endormi, un léger sourire aux lèvres, comme s'il avait aperçu quelque chose de merveilleux dans ses derniers rêves.
Il s'agenouilla près de lui, prenant sa main déjà froide dans la sienne, et bien que la tristesse emplît son cœur, il y avait aussi une étrange paix, comme si une présence bienveillante veillait sur eux. Un corbeau se posa sur une branche du pommier, observant la scène avec des yeux étrangement intelligents. Thomas leva le regard vers l'oiseau, et pendant un instant, il crut voir une lueur bleutée l'entourer. Puis le corbeau s'envola, disparaissant dans le ciel printanier. Une semaine plus tard, le marché aux bestiaux de Saint-Léonard s'animait comme chaque mois. Les fermiers, les maquignons, les curieux se pressaient entre les enclos, discutant affaires ou simples potins. Dans le dernier enclos, celui réservé aux animaux destinés à l'abattoir, se tenait un grand cheval brun aux flancs creux, à la tête basse. Sa robe, autrefois sans doute luisante, était maintenant terne et parsemée de cicatrices. Une jeune femme s'arrêta devant l'enclos, intriguée. Elle avait des difficultés financières, venait de perdre son emploi, et ne cherchait certainement pas à acheter un cheval. Pourtant, quelque chose dans les yeux de l'animal l'attirait inexplicablement. Ses yeux semblaient contenir une intelligence, une conscience presque humaine. « Celui-là, c'est pour la boucherie », dit une voix derrière elle. « Trop vieux pour travailler, trop maigre pour être rentable. » La jeune femme ne répondit pas immédiatement, son regard toujours fixé sur le cheval qui l'observait avec une intensité troublante. Puis, presque malgré elle, elle entendit sa propre voix demander « Combien ?» Le cycle recommençait, et quelque part, au-delà du voile qui sépare les mondes, Martin et Élise Leroy marchaient main dans la main sous les arbres aux feuilles d'argent d'Avalon, leur amour aussi éternel que la magie qui les avait réunis.